Deltas, marais, rivières et grandes plaines inondées forment un trait d'union essentiel entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. On les appelle les grandes zones humides. Berceau d'une incroyable biodiversité, elles jouent un rôle écologique vital pour la planète. Une flore et une faune exceptionnelles y ont trouvé refuge. Pourtant, vivre dans ces mondes inondés est un défi permanent. Le puissant cycle de l'eau y dicte sa loi. Au Canada, dans la baie de Fundy, suivre le rythme des marées permet d'effectuer un voyage fascinant depuis l'océan jusqu'à l'intérieur des terres. Ici, végétaux et animaux sont confrontés aux plus grandes marées du monde. À ces gigantesques marées, 5 fois plus élevées en moyenne que celles du reste de la côte atlantique, s'ajoute la rudesse du climat canadien. En hiver, des blocs de glace jonchent les plages et les vasières. Une épreuve de plus pour la flore et la faune sauvage qui résident ici. Mais dès le printemps, la baie redeviendra une étape de ravitaillement indispensable à la survie de certains animaux migrateurs. Située sur la côte est du Canada, tout près de la frontière américaine, la baie de Fundy est un bras de mer de 200 km de long et de 80 km de large. Depuis des temps immémoriaux, elle est soumise à un phénomène qui n'a pas d'équivalent sur la planète. Elle subit les plus hautes marées du monde, comprises entre 14 et 16 mètres. Deux fois par jour et en 6 heures et 13 minutes seulement, 100 milliards de tonnes d'eau s'y engouffrent à une vitesse moyenne de 40 km/h. En se propageant dans cet entonnoir, le phénomène est décuplé. L'onde océanique prend de la vitesse et se retrouve projetée vers le fond de la baie. La puissance des vagues se répercute jusqu'à l'intérieur des terres, provoque un mascaret sur la rivière Petit Kodiak. Ce phénomène de contre-courant est l'un des plus puissants de la planète. Il provoque une montée des eaux particulièrement importante à chaque révolution lunaire, tous les 27 jours. En ce début de printemps, les forêts côtières soumises à la fraîcheur des eaux de surface et à l'influence océanique humide sont enveloppées de brouillards fréquents. Au cœur de la forêt des brumes se cache le lac Bennett. Avec le retour des beaux jours, une famille de castors est sortie de sa torpeur. Il est temps pour ces ingénieurs de réparer leur bâtisse et de consolider leurs barrages endommagés par les rigueurs de l'hiver. Grâce aux vastes zones humides qu'ils créent et entretiennent, les castors et leurs ouvrages favorisent l'épanouissement de la biodiversité. Les castors sont particulièrement bien adaptés à la vie aquatique. Leurs oreilles et leurs narines se ferment au contact de l'eau. Ils peuvent rester plus de 10 minutes en apnée. Une fine membrane leur protège les yeux et les poils plats qui composent leur fourrure
leur assurent une parfaite étanchéité. Les clairières humides et ensoleillées créées par le castor sont propices à une haute strate herbacée, appréciée par l'orignal. En mars, le printemps s'installe doucement sur la baie de Fundy et la forêt des brumes. Dès le mois d'avril, la lumière devient plus présente et inonde les sous-bois. Cette forêt abrite des tourbières, des prairies marécageuses dont le sol est constitué d'un dépôt de matière végétale en décomposition qui retient le carbone. Dans cet écosystème très acide, seule une végétation spécifique prospère. Le drosera en fait partie. Cette petite plante se contente de ce terrain très pauvre en éléments nutritifs. Elle a trouvé une parade pour combler cette carence. Elle est carnivore. Ses larges feuilles possèdent de longs tentacules dont chaque terminaison est dotée d'un liquide visqueux et collant qui imite les gouttes de rosée ou de nectar. Dès qu'un insecte, mouche, moustique ou abeille se pose dessus, il s'y colle et s'y empêtre en quelques minutes. Le drosera n'a plus qu'à replier délicatement et lentement sa feuille sur sa proie. Sa digestion prendra alors quelques jours. Dans une prairie voisine, un chardonneret jaune se gave des graines de chardon. Signe que le printemps est bien là. Ces premières graines, riches en lipides, vont lui permettre de mener à bien son objectif. Nourrir et élever sa progéniture, bien cachée dans un nid douillet au cœur de la forêt des brumes. Depuis des millions d'années, l'océan poursuit inlassablement son œuvre. Lors de ses allers et retours, il a ciselé les rivages de cette baie, comme ici, à Hopewell Rocks. Simples îlots rocheux à marée haute, ils se transforment en véritables canyons à marée basse. Ces pitons rocheux sont un refuge idéal pour les faucons pèlerins qui surveillent à distance leur bien le plus précieux, leur progéniture. Ce petit rapace n'a qu'une seule obsession, manger. Et il sait le faire savoir à ses parents. Âgé de quelques semaines, il commence déjà à se débarrasser de son duvet de poussin. Ce jeune faucon est né au mois de mai, sur cette terre de légende. Pour le peuple indien Micmac, ces gigantesques marées sont l'œuvre des divinités et des animaux qui règnent ici. Le castor, obéissant au dieu Gloskap, qui voulait prendre un bain, construisit un barrage. La baleine, refusant que le flot des marées soit entravé, brisa le barrage en le frappant d'un coup de nageoire. Son geste causa de tels remous que l'eau continue encore aujourd'hui son flux et son reflux puissant. La baie de Fundy est restée l'un des derniers refuges pour les baleines à bosse, les rares baleines franches et d'autres espèces de mammifères marins. Mais désormais, elles sont menacées par l'accroissement du trafic maritime et la pollution. Moira Brown, biologiste, les étudie et mène un combat quotidien pour les protéger. Ce que vous voyez là, c'est leur première remontée à la surface après qu'elles se soient nourries.
Leur première remontée est toujours un peu plus exubérante. Elles ont besoin de respirer. Ah, elles sont très calmes à la surface. C'est un moment de repos après le déjeuner. Voici les marques. Ce sont des empreintes qui nous permettront de les suivre le reste de leur vie. Deux de ces baleines ont des vilaines cicatrices, comme si elles avaient été prises dans des filets. Ouah, droit devant! C'est spectaculaire de les voir en entier. La baie de Fundy est le principal endroit où de nombreuses espèces de baleines viennent se nourrir durant l'été. Mais ici, on peut voir aussi des baleines à bosse, des rocals communs et plus récemment, des grands cachalots. Il y a tellement de nourriture dans la baie de Fundy que la visibilité sous-marine est très limitée. Il y a beaucoup de plancton, de phytoplancton, de zooplancton dont les poissons raffolent. Et bien entendu, les baleines raffolent des poissons. La zone où nous nous trouvons actuellement est en fait appelée le bassin du Grand Manant. C'est l'endroit le plus profond de la partie inférieure de la baie. La baleine franche vient se nourrir ici de plancton appelé copépodes. C'est un plancton très riche en lipides, donc très gras. Et comme ces baleines peuvent atteindre une très grande taille, elles en ont évidemment besoin. C'est ici que le plancton est probablement le plus concentré. À cause des marées, avec le mouvement très dynamique de l'eau qui vient du fond, on obtient ces eaux qu'on appelle productives. En fait, c'est un peu comme une machine à laver géante. Dans son mouvement perpétuel, l'eau quitte à nouveau et seulement pour quelques heures la baie de Fundy. Nous sommes en juin, au tout début de l'été. Au fond de la baie, à Mary's Point et Johnson's Mills, la marée descendante découvre de gigantesques vasières de plusieurs kilomètres carrés. Et la vase est ici unique, une recette précise de limon et de sable. À cette saison, ce biotope est le paradis des mollusques et d'un petit invertébré qui ne vit qu'ici, la crevette fouisseuse. Et pour ces petits crustacés, la période la plus difficile de l'année débute. Ils sont la base du régime alimentaire de nombreux oiseaux de rivage. Grands chevaliers, pluviers semi-palmés et autres limicoles arrivent en nombre à la belle saison pour se régaler de cette microfaune. Au début de l'été, surgissent par centaines ces petits oiseaux venus du Grand Nord. Ils prennent possession de la baie pour fouiller la vase avec leur bec et se gaver de crustacés. À l'embouchure de la baie, sur les îlots de Grand Manant, les végétaux marins ont dû s'adapter au fort va-et-vient des marées.
Ces rochers sont le territoire du fucus, une algue solidement accrochée au rocher grâce à un pédoncule. Elle vit au rythme de la lune et du soleil. Submergée toutes les 6 heures par une eau salée et mouvementée avant de se retrouver à sec durant 6 heures, soumise à la déshydratation, à la pluie et au gel. La marée basse révèle ce qui est probablement à l'origine du foisonnement de vie à Fundy, de simples flaques d'eau. Exposées aux rayons du soleil, elles montent en température, offrant les conditions optimales pour la reproduction et la croissance des plantes, des crustacés et des mollusques. Ces flaques sont un refuge et une nurserie pour les larves et les alevins. Ces micro-organismes sont un maillon essentiel de la vie marine. Ils constituent une partie du plancton, indispensable à l'alimentation de nombreux coraux, anémones nudibranches et acidies. Profitant des conditions idéales de la baie, des larves de krill se sont développées en grand nombre. Malgré leur petite taille, ces crevettes sont essentielles à la survie des géants qui se donnent rendez-vous dans la baie. Début juillet, attirées par les grandes quantités de krill, les baleines à bosse sont au rendez-vous avec leurs baleineaux. Elles ont parcouru 3000 km depuis les Caraïbes pour profiter de cette nourriture abondante. Ces baleines à bosse peuvent peser plus de 30 tonnes et mesurer 18 mètres de long. Pour offrir un lait nourrissant à leurs petits, elles peuvent engloutir 2 tonnes de plancton et de krill chaque jour. Le temps d'un été, la baie de Fundy assure le gîte et le couvert à plus de 300 baleines. D'autres espèces migratrices viennent profiter des richesses de ces flots. Après plusieurs mois passés en haute mer, très loin des côtes, les petits clowns des mers viennent ici tous les ans poser pied à terre. Ces colonies de plusieurs dizaines de macaremoines s'installent sur l'île de Maciasil, à l'entrée de la baie. Ils sont venus profiter de l'abondance de nourriture pour trouver une compagne et se reproduire. Et dans un cas comme dans l'autre, leur bec de perroquet joue un rôle essentiel. Il permet de transporter jusqu'à 30 poissons et servir d'arme de séduction. Les mâles qui possèdent le bec le plus coloré ont plus de chances de se reproduire. Lors de la parade nuptiale, on se frotte le bec pour séduire celle auprès de laquelle on passera fidèlement les prochains mois. Le macaremoine installe son terrier dans les talus herbeux ou sous les rochers.
Les parents se relaient ensuite durant 6 semaines pour aller pêcher afin de nourrir leur unique poussin. Un îlot voisin sert de reposoir aux colonies de phoques gris. Ils attendent patiemment la prochaine marée haute, le moment le plus propice à une pêche fructueuse. Si parmi eux, certains préfèrent se prélasser au soleil, d'autres font la planche pour n'avoir plus qu'à glisser dans l'eau au moment du flux. Ces phoques qui vivent au rythme des marées tirent un sacré avantage des courants ascendants de la baie de Fundy. Ces eaux poissonneuses sont la promesse de festins faciles pour ces animaux capables d'ingurgiter plus de 4 kilos de poissons chaque jour. L'été se prolonge paisiblement sur les plages et dans les lacs et les vasières. Les températures atteignent régulièrement les 40 degrés. La lune annonce une nouvelle marée et révèle l'entrée en scène d'un prédateur hors norme. Le grand requin blanc. Ce super prédateur apprécie les eaux peu profondes de la baie de Fundy. Il trouve ici tout ce qu'il aime, des eaux troubles et ses proies de prédilection, les phoques. La nuit, la silhouette du grand blanc hante la baie de Fundy. Au cœur de l'été, des balais aériens naissent au-dessus de l'horizon. Des bécassos semi-palmés arrivent par milliers de l'Arctique. Ils prennent possession de Fundy en grand nombre, pour une halte de quelques semaines seulement. Cette étape est pour eux un véritable enjeu.
Ils sont ici pour ingurgiter un maximum de nourriture et reprendre des forces afin de poursuivre leur migration vers l'Amérique du Sud. À marée haute, lorsque les vasières sont recouvertes, les bécassos font la sieste et leur toilette. Ils économisent leurs forces. Repos salvateur pour ces oiseaux de rivage qui ne doivent pas puiser dans les précieuses réserves d'énergie qu'ils sont en train de reconstituer. Le moindre gramme perdu avant le grand départ pour rejoindre leur ère d'hivernage peut leur être fatal. À marée basse, telle une petite armée, ils fondent en formation serrée sur la vase dénudée pour se gaver des crevettes fouisseuses et emmagasiner des forces pour leur prochain long vol. Ces rassemblements de plusieurs milliers d'individus leur permettent d'optimiser la détection des prédateurs. Cette fois encore, la baie de Fundy joue un rôle déterminant pour la survie d'une espèce. 75% de la population mondiale de bécassos semi-palmés s'arrête ici en été, dépendant largement de la ressource en crevettes fouisseuses. Diana Hamilton, professeure en biologie à l'université de Mount Allison, les étudie pour en comprendre mieux les mécanismes et protéger la baie. L'étude que nous réalisons actuellement est principalement basée sur l'observation des mouvements d'oiseaux dans la baie. Par exemple, un oiseau marqué ici va-t-il dans toute la baie de Fundy ou reste-t-il dans la même zone? Combien de temps va-t-il rester? Et que va-t-il manger? Les bécassos, comme un grand nombre d'oiseaux, vivent dans un large éventail d'habitats très diversifiés. Ils se reproduisent en Alaska, au nord du Canada et aux États-Unis. Ils passent l'hiver en Amérique du Sud et bien sûr, sur le trajet, ils ont besoin de s'alimenter. Il y a donc une véritable station d'alimentation à la baie de Fundy. C'est l'un des points de ravitaillement les plus importants sur leur route. Une fois qu'on a réussi à les attraper, on retire les oiseaux du filet aussi vite que possible. On les place dans des boîtes et ensuite on commence à s'en occuper. À chaque manipulation, il y a plein de petites choses à faire. Voilà le récepteur. Il faut d'abord l'allumer avant d'activer les bagues, sinon elles ne marcheront pas. Ça, c'est un transmetteur. On le clip sur les plumes arrière et on le colle sur le dos. Il ne pèse que 1,30 g, donc c'est extrêmement léger. On met aussi un petit drapeau blanc sur leurs pattes visibles de loin, pour que les gens qui aperçoivent nos oiseaux les prennent en photo, nous les envoient et nous disent « Oh, on a vu votre oiseau à tel ou tel endroit et à tel et tel moment ».
Nous prélevons aussi des échantillons de sang sur les oiseaux pour observer les isotopes stables. Les isotopes de carbone et de nitrogène, une fois comparés à ceux de leur proie, nous permettront de connaître ce qu'ils mangent. De par sa nature et ses marées extrêmes, la baie de Fundy offre une grande quantité de nourriture à ces oiseaux. La marée basse révèle des flaques de boue qui recèlent de nombreux invertébrés dont ils se nourrissent. C'est un super lieu de ravitaillement pour eux. Le faucon a choisi une position stratégique près de son nid pour pouvoir attaquer les colonies de bécassos. Après un bref instant de panique, la nuée d'oiseaux a repris sa posture de défense. Elle forme aussitôt une masse compacte qui permet à chacun de se fondre dans le groupe. Une stratégie qui assure une dilution du risque. Le faucon atteindra surtout les plus faibles. Il fond sur eux et les percute de plein fouet à 110 km/h. En jouant aux autotamponneuses à grande vitesse, le succès est assuré. Le faucon pèlerin est réputé comme étant l'oiseau le plus rapide du monde en piqué. Bientôt adulte, le fauconneau a désormais besoin de manger 2 ou 3 petits oiseaux ou rongeurs par jour. Son plumage est presque parfait. Il a perdu son duvet et devrait être bientôt prêt pour son premier vol. La marée est au plus haut. Cette période estivale attire près des côtes l'une des plus grosses concentrations de homards de la planète. Le homard d'Amérique est le plus grand de tous. Il peut atteindre 1 mètre et peser 20 kilos. Solitaire et territorial, il ne supporte aucun intrus. Ce terrier protège son propriétaire des turbulences et de la lumière. Il n'a aucune intention de le céder.
La fin de l'été approche sur le Canada et sur la baie de Fundy. Les derniers rayons du soleil percent le léger voile qui enveloppe la forêt des brumes. Les orignaux sont des fidèles des zones humides. Avant que l'eau des lacs ne gèle, ils viennent en profiter. Ils aiment s'immerger durant plusieurs heures, pour se rafraîchir et pour se nourrir de plantes aquatiques. Le véritable péché mignon de ce cervidé. Ce jeune mâle se rassasie de feuilles de nénuphar. Il peut en avaler plus de 20 kilos par jour. Le temps presse. Il doit en profiter avant l'hiver, avant que l'eau du lac ne gèle. Ce plongeon un brin profite lui aussi des dernières faveurs de l'été sur le lac Bennett. C'est un habitué des zones côtières et des zones humides, souvent soumises au rythme des marées. Bientôt, il s'envolera pour le sud de l'Amérique du Nord. De son côté, l'orignal s'enfoncera dans la forêt des brumes. Les premières ondées annoncent l'arrivée de l'automne. Sur les falaises d'Hopewell Rocks, les faucons ont cessé de nourrir leurs jeunes depuis plusieurs jours. L'objectif des parents est simple, l'inciter à s'envoler pour commencer son apprentissage et lui apprendre à chasser. Pour les espèces migratrices, la fin de l'été sonne le temps du départ. « 2 millions de bécassos semi-palmés prennent progressivement leur envol. Avant de pouvoir retrouver leur quartier d'hiver, ces acrobates du ciel vont effectuer un long périple de 4000 km. Ce marathon aérien vers le Suriname et la Guyane française se fera sans escale. Il durera 72 heures.
En l'absence de ces petits mais voraces prédateurs, le stock de crevettes fouisseuses de Fundy va pouvoir se reconstituer. Les baleines reprennent elles aussi la route du sud vers des eaux plus chaudes et riches en nourriture. Sous le regard attentif de ses parents, le jeune faucon s'envole enfin pour la première fois. La baie de Fundy est un site de ravitaillement unique pour les mammifères marins et les oiseaux de rivage. L'une des principales haltes migratoires régénératrices. Pour les animaux sédentaires occupant les zones humides de Fundy, il est temps de se préparer à affronter les rigueurs du climat canadien. L'eau du lac Bennett commence à refroidir. Les castors se gavent des dernières feuilles de nénuphar avant d'aller ramasser des provisions. Durant ces mois d'automne, ils vont se relayer sans relâche pour entasser des branches dont ils mangeront l'écorce durant l'hiver. Les puissants mouvements de flux et de reflux des marées de la baie de Fundy charrient une masse d'eau équivalente à celle de toutes les rivières de la planète réunies. En décembre, la glace et la neige s'invitent sur la baie de Fundy. Les températures négatives comprises entre -15 et -20 degrés parviennent à faire geler l'eau de mer. Disloqués par le va-et-vient des flots, des radeaux de glace vont évoluer au fil des courants et se fracasser contre les rochers désertés par les colonies de phoques. Mollusques et crustacés se sont profondément enfouis dans le sol pour fuir ce chaos
et vivre au ralenti. Sur les plages où résident les crevettes fouisseuses, l'eau se transforme en cristaux au contact du sol gelé. Après les agressions solaires, les algues fixées aux rochers doivent affronter le froid et les blocs de glace qui s'écrasent sur elles comme des bulldozers. Le fucus subit les affres de la glace, mais l'algue est extrêmement résistante. À marée basse, la vase, si riche en été, cristallise. Elle est désormais prise sous une épaisse couche de glace. Pour affronter les morsures du froid, les arbres et les plantes carnivores sont entrés en dormance. Les tourbières se retrouvent englouties sous plusieurs centimètres de neige. La plupart des animaux a migré. Sur le lac gelé des Castors, il n'y a plus âme qui vive. Dans la forêt des brumes, seuls les écureuils et les curieux geais bleus sont de sortie. Ces derniers se sont débrouillés pour cacher un maximum de provisions. Encore faut-il se souvenir de toutes ces cachettes. Cette pratique, qui favorise la germination des graines et des glands, profite ainsi à la forêt. Faute de plantes aquatiques accessibles, les orignaux se sont discrètement enfoncés dans la forêt. Parfaitement adaptés au climat rude, ils ont désormais revêtu un pelage dense et isolant. L'orignal se rabat sur l'écorce des arbres, beaucoup moins nutritive que les nénuphars, mais suffisante pour pouvoir passer l'hiver. Les chevreuils également partent s'installer pour la mauvaise saison dans les profondeurs de la forêt canadienne. Ils vont y trouver de quoi survivre. Écorces et bourgeons seront leur menu quotidien pour les mois à venir. Au printemps, ils reviendront profiter des richesses de la baie.
La baie de Fundy brasse quotidiennement 160 milliards de mètres cubes d'eau. Ces marées n'offrent pas uniquement l'un des spectacles les plus étonnants de la nature. Elles favorisent le développement d'une grande diversité d'écosystèmes marins et terrestres qui assurent chaque jour l'épanouissement d'une faune incomparable. Deltas, marais, rivières et grandes plaines inondées forment un trait d'union essentiel entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Ces grandes zones humides jouent un rôle écologique vital pour la planète. Dans l'eau, comme au sol ou très haut dans la canopée, une flore et une faune exceptionnelles y ont trouvé refuge. Pourtant, vivre dans ces mondes inondés est un défi permanent. Le puissant cycle de l'eau y dicte sa loi. Au Gabon, dans le parc national du Luango, gorilles, éléphants, hippopotames et autres espèces vulnérables doivent s'adapter aux périodes où les crues envahissent tout et à celles où l'eau peut manquer. Pour survivre, les animaux doivent s'accoutumer à une vie d'errance. La côte sauvage gabonaise est au mois de juillet le théâtre de rencontres rares et insoupçonnées. C'est le moment où les discrets éléphants de forêt vont pouvoir assister au ballet acrobatique donné par les baleines à bosse. Le parc national du Luango est ainsi le seul endroit au monde où les géants de la Terre et ceux de l'océan peuvent se rencontrer. Situé au sud-ouest du Gabon, il couvre 1550 km². Depuis la côte atlantique jusqu'au premier contrefort du bassin du Congo. Dans cette région équatoriale soumise à une longue saison des pluies, les crues et les décrues façonnent inlassablement toute une mosaïque d'habitats. Ici, les prairies se fondent avec la plage. Les mangroves flânent avec les marais. Le Luango est l'un des rares lieux sur Terre capables d'offrir une concentration d'écosystèmes aussi variés. À l'ouest, savanes et prairies côtières succèdent aux mangroves et aux lagunes. Forêts inondables et forêts de terre ferme s'étirent vers l'est. Enfin, au sud, s'étend le royaume des grands marécages. Nous sommes au cœur de la saison sèche qui s'étale de juin à septembre. Les savanes côtières sont les premières à en souffrir. Leur sol sableux ne retient pas une seule goutte d'eau. En quelques jours, l'herbe a grillé. Ces savanes n'ont plus grand-chose à proposer aux herbivores. Le groin collé au sol, les plus beaux cochons du monde ont de plus en plus de mal à dénicher les bulbes ou les larves dont ils sont friands. Les potamochères vont rapidement devoir changer de secteur. Les buffles leur emboîtent le pas vers les prairies côtières rafraîchies par les embruns. Au risque de rater l'exode, un couple de retardataires s'autorise une pause. C'est la période idéale pour l'accouplement. Les femelles pourront ainsi mettre bas au retour de la saison des pluies
dans 4 mois. La nourriture sera alors plus abondante. Fin juillet, les nuages passent sans verser une seule goutte. Jour après jour, le matelas de feuilles qui recouvre les sous-bois perd son humidité. La faune forestière se disperse en quête de fruits, de jeunes pousses ou de points d'eau. Les éléphants de forêt qui boivent 100 litres d'eau par jour vont devoir s'approvisionner ailleurs. L'absence prolongée de précipitations sur le grand bassin du Congo anéantit mares et ruisseaux. En août, ils disparaissent dans les forêts des terres hautes. Les uns après les autres, les 2000 éléphants du Luango vont abandonner leur bastion de chlorophylle, enfoui dans le 2e massif forestier tropical au monde, après la forêt amazonienne. Ils partent rejoindre les prairies inondables et les marécages du sud. Sur les plages fouettées par les embruns, les petits buffles roux sont venus chercher un peu de fraîcheur. Ici, la limite entre les milieux marins et les milieux terrestres est impossible à tracer. Ainsi, en saison sèche, la mer et les poissons profitent de la faiblesse des cours d'eau pour s'engouffrer dans les rivières, tandis que les petits buffles roux viennent tremper leurs pieds dans les flots océaniques et brouter les végétaux des plages. Au large, d'inlassables migratrices font leur apparition. Plus d'1 millier de baleines à bosse font étape sur ces côtes durant leur migration entre l'Antarctique et l'Arctique. Elles viennent s'accoupler ou donner naissance à leurs baleineaux dans ces eaux chaudes de la côte ouest africaine. Fin juillet, la décrue s'accélère. Dans les zones fortement inondées, les rivières ont fini par libérer les terres et regagner leur lit. À certains endroits, leur niveau a déjà baissé d'1,50 m. Loïc Makaga, naturaliste gabonais, et Jean-Robert Ntono, éco-garde, participent à une mission d'étude des déplacements de la faune sauvage en fonction des saisons. Les hippopotames sont de retour dans ces rivières bordées de prairies où repousse une herbe abondante. Pour Loïc, l'observation des animaux est compliquée. Dans cette zone, le braconnage intensif les a rendus méfiants et farouches. Donc on peut dire que toute cette végétation a poussé lorsque les eaux ont tari. Et lorsqu'on arrive ici en saison de pluie, et lorsque le niveau d'eau est très élevé, on peut naviguer ici avec un bateau. Voilà.
Donc, en saison de pluie, tout ça, c'est inondé. On peut le vérifier par le niveau d'eau dans les arbres, comme ici. On peut bien distinguer le niveau d'eau en saison de pluie. La même chose ici, là. Donc, on peut voir les algues. La présence de ces algues peut témoigner que cet arbre, durant les 9 mois dans l'année, reste dans l'eau. Voilà. C'est quand même assez profond. L'installation de caméras permet de mieux comprendre les mouvements de la faune durant la saison sèche. Quand il est ici à ce niveau, c'est à peu près la hauteur d'un éléphant, là. Les images confirment que de nombreux pachydermes ont abandonné la forêt pour gagner les prairies naissantes. Mais ce sont d'autres colosses encore plus discrets qui intéressent Loïc. Le premier d'entre eux est un véritable monument de l'Afrique, aussi haut que les tours de Notre-Dame de Paris. Le Moabi peut atteindre 70 mètres de haut pour une envergure d'environ 50 mètres. C'est un arbre devenu rare. Cette espèce est l'un des plus grands d'Afrique. On l'appelle le géant d'Afrique. C'est l'un des plus grands arbres d'Afrique. Et ça, ce sont des traces de défense d'éléphants qui est intéressé non seulement par les fruits, mais par son écorce aussi. Lorsqu'une branche se détache, et le plus souvent, elle est complètement mangée par les éléphants au sol. C'est une espèce qui pousse dans les vieilles forêts secondaires et pas très éloignées des zones marécageuses. Le bassin du Congo abrite d'autres géants, eux aussi fragiles et menacés. Les gorilles des plaines sont méfiants et presque insaisissables. Ils se distinguent de leurs cousins, les gorilles des montagnes, par leur taille légèrement plus petite et leur pelage plus court et proche du brun. Ils se déplacent discrètement en famille. Cette mère et son petit ont quitté leur nid très tôt pour déambuler en forêt à la recherche de nourriture. Durant la saison sèche, la pénurie de fruits contraint les grands singes à se déplacer constamment sur un territoire d'une quarantaine de kilomètres carrés. Loïc a de plus en plus de difficultés à suivre leurs traces. En août, la forêt est devenue quasiment muette. Cet amas de feuilles et de branches repliées à 3 mètres au-dessus du sol est le nid d'un grand mâle. Le prélèvement d'échantillons de poils servira à identifier l'ADN du grand primate.
Durant les pics de sécheresse, les gorilles rejoignent les marécages où poussent amarantacées et cypéracées, comme ces papyrus. Voilà, c'est la partie que les animaux mangent, la partie du papyrus, c'est cette partie ici qui est tendre. Tu vois, c'est un peu tendre, c'est doux. Voilà, c'est ce qu'ils aiment. La décrue est une aubaine pour les gorilles. Habituellement inaccessibles, les herbes aquatiques sont désormais à portée de main. Loïc retourne régulièrement au camp qu'il a fondé il y a une dizaine d'années, à 1 heure de marche des premiers marécages de papyrus. Des scientifiques anglais, allemands et français s'y relaient pour étudier la faune exceptionnelle du Luongo. Jour après jour, la sécheresse étend son emprise sur le parc. Ces flaques de vase seront de parfaites pouponnières pour les larves de moustiques et un spot idéal pour les martins-pêcheurs malaquites. Mais ces linceuls boueux, que plus rien ne relie au cours d'eau principal, serviront aussi de sépulture à de nombreux poissons. Faute de précipitations, les sols argileux affichent des signes inquiétants. Mais les apparences sont trompeuses. Si leur peau craquelle, leurs entrailles, riches de ce limon charrié par les crues, restent humides et extrêmement fertiles. En quelques jours, ces terrains défoncés par le passage des éléphants deviendront prairies. D'autres caméras-pièges éparpillées dans différents lieux permettent d'identifier ceux qui hantent encore ces savanes désertées. C'est la nuit que l'activité se fait plus intense. Après de longues marches, la plupart des animaux ont fini par rejoindre les zones marécageuses où l'herbe a germé dans la boue. Sitatunga, Genette, Potamocher se relaient avant l'arrivée du léopard. Dans la moiteur du petit matin, les images encore embuées révèlent l'entrée en piste des primates qui ont préféré passer la nuit à dormir à l'abri des prédateurs, perchés dans les branches. Comme les gorilles, les cercocèbes à collier blanc raffolent des papyrus. Mais déjà, les troupes se remettent en marche vers le sud.
Légèrement plus petits que leurs cousins de la savane, ces éléphants de forêt vivent uniquement en Afrique centrale. Leur flair infaillible les guide vers les zones humides permanentes. Dans ces oasis marécageuses, ils trouvent aisément la centaine de kilos de végétaux dont ils se nourrissent quotidiennement. Ici, la vie foisonne. Les oiseaux migrateurs sont de retour. Les tisserins colonisent les branches des palétuviers le long des grands marais. Le temps des amours est venu pour ces experts du tissage. Pour construire un nid sphérique, les mâles sélectionnent une section de branches fourchues dirigées vers le bas qu'ils tournent de telle sorte que l'anneau vertical qu'ils tressent leur serve de perchoir durant la construction. La compétition est rude et nombre de nids seront abandonnés faute de femelles consentantes. Les petits groupes de buffles de forêt sont devenus de précieux alliés des aigrettes. Dans ces zones humides, leurs pas lourds dérangent toute une petite faune dont elles raffolent. C'est le temps de l'abondance et de l'insouciance pour les jeunes buffles. Mais ici, comme ailleurs, la vigilance reste de mise. Attiré par la concentration d'espèces qui se sont établies dans cet Éden, le léopard a quitté l'entrelac sombre des sous-bois pour chercher un nouveau poste d'affût. Il attendra patiemment la discrétion qu'offre la nuit pour passer à l'attaque. Les potamochères ont du souci à se faire. La bande côtière s'est transformée en zone de repli pour certains herbivores. Mais même ici, le léopard rôde. Fin août, lorsque l'atmosphère est suffocante, les potamochères ont quitté les territoires périlleux pour s'installer en bord de mer. Ils reviennent écumer les plages de sable. Les crabes fantômes en feront les frais. Ils sont en état d'alerte, cernés par les petits requins d'un côté et de voraces omnivores de l'autre.
les potamochères vont pouvoir dénicher de nouvelles sources de protéines. Seuls les crabes ayant creusé les trous les plus profonds auront la chance d'échapper à ces bulldozers. Pour y parvenir, ils doivent s'enfoncer à plus d'1 mètre. Quatre pleines lunes se sont succédées depuis les dernières grandes pluies. Fin septembre, leur retour imminent va tout chambouler. Dans cette région équatoriale, il pleut 8 mois sur 12. En octobre, les premières averses vont inonder les terres, mais c'est en décembre que le déluge sera le plus intense. À nouveau, les algues et les fougères s'incrustent sur les troncs. En quelques jours seulement, l'eau engloutit les prairies. Les rivières débordent, permettant aux poissons de se réapproprier l'espace. Chaque année, près de 2,50 m d'eau se déverse sur le Luango. Les empreintes d'éléphants, d'hippopotames ou de gorilles s'effacent pour écrire d'autres histoires d'itinérance que déchiffreront les pisteurs. L'eau s'infiltre dans chaque pore de cette terre, entraînant au passage l'indispensable limon qui enrichira les plaines en s'y déposant. Paradoxalement, cette saison humide qui épuise le ciel est la plus ensoleillée et la plus revigorante pour la flore et la faune. L'eau va nourrir la terre et favoriser la fructification. La végétation explose. Les arbres, abreuvés d'eau et de lumière, se parent de fleurs avant d'offrir à profusion les fruits tant attendus. Voilà un signe qui ne trompe pas. Les gorilles ont abandonné les marécages de papyrus, désormais entièrement inondés. Quand 180 kg de muscles déboulent à grande vitesse, il vaut mieux éviter de s'aventurer dans les parages.
Les observations scientifiques ont permis d'estimer qu'ils ne migrent pas, mais zigzaguent, au gré des saisons, dans l'enchevêtrement d'écosystèmes qu'offre le Luango. La vigilance du grand mâle est inébranlable, car les fruits mûrs tombés au sol attirent les intrus et sont l'objet de nombreuses convoitises. Bien que repu, le grand mâle ne tolérera aucun étranger sur son territoire. Le puissant parfum des fruits fermentés a taquiné l'odorat d'un éléphant. Ce poids lourd est une menace potentielle pour les tout-petits. Le combat des titans n'aura pas lieu. Le grand primate n'est pas seulement intimidant, ses morsures peuvent être féroces. Pendant le seul mois de novembre, il tombe sur le parc de Luango autant de précipitations qu'à Londres durant une année complète. Rapidement, les rivières sorties de leur lit noient les prairies riveraines. En décembre, les flots s'engouffrent sur chaque parcelle de terre. Les étangs se reforment. Le réseau hydraulique complexe du Luango, associé à un relief peu marqué, a favorisé l'émergence d'une multitude d'écosystèmes fragmentés. Au cœur de ce monde englouti, les éléphants ont un impact considérable sur leur habitat. Ils le sculptent et le modèlent, labourent le sol de leur piétinement. Y germeront ensuite les graines de nombreux arbres qu'ils auront dispersés sur de longues distances. Dans ce labyrinthe végétal, les pachydermes ouvrent les pistes qu'utiliseront d'autres animaux. À grande échelle, ce sont les jardiniers de cette forêt pluviale. Pourtant, en 10 ans, 62% des éléphants de forêt ont été abattus pour leur ivoire.
Leur extinction est annoncée pour 2025. Au bout de quelques semaines, les cours d'eau sont sortis de leur lit. Dans les prairies redevenues navigables, il n'y a plus âme qui vive. Le dortoir des tisserands n'attire plus de volatiles. Les crues n'ont aucun impact sur ces espaces sablonneux qui agissent comme un véritable buvard. Les savanes côtières ont rapidement viré au vert. Timidement, céphalophes à dos jaune, chimpanzés et sitatunga se réapproprient ces espaces découverts où l'herbe grasse attire aussi des hardes de potamochères. Les femelles gestantes vont enfin pouvoir se reposer, pendant que leurs congénères ratissent chaque recoin de la forêt en quête de protéines. À leur tour, les buffles se rassemblent dans ces larges étendues de savane. Une trentaine de femelles et leurs petits accompagnent le mâle dominant. Les pique-bœufs à bec jaune retrouvent leur monture et se délectent des parasites qui pullulent sur la peau de leur hôte. La saison des pluies attire sur les savanes côtières de grandes colonies de guêpiers gris-roses. Ils sont venus profiter des étendues de sable humide pour creuser des terriers qui ne s'écrouleront pas et dans lesquels ils vont pondre leurs œufs. Ces oiseaux migrateurs se disperseront en février pour s'enfoncer dans les lointaines profondeurs du bassin du Congo. Sur ces plages gabonaises préservées des hommes, on a récemment découvert l'un des plus grands sites de nidification de tortues luttes au monde. On croyait que ces géantes, pouvant peser jusqu'à 900 kilos, avaient disparu. Les plages du Luango réunissent les conditions idéales pour l'incubation de leurs œufs. Une température et une hygrométrie constante. « 15 000 tortues luttes fréquentent régulièrement le littoral gabonais de nuit pour éviter la chaleur et les prédateurs. Pendant leur séjour africain, elles retourneront au moins 2 ou 3 fois sur ces plages, libérer une centaine d'œufs avant de repartir vers l'inconnu.
elles ne reviendront pas au Luango avant plusieurs années. Enterrés à plus d'1 mètre sous terre, les œufs de tortue sont loin d'être à l'abri. Ce nid a été pillé dans la nuit. Les crabes fantômes sont les voleurs d'œufs les plus voraces, mais cette fois, le responsable est un varan orné. Victime de sa boulimie, il se déplace plus difficilement. Il est contraint d'aller s'immerger dans les vagues pour réguler la température de son corps devenue trop élevée après ce festin sur le sable déjà chaud. Entre le long cordon littoral sableux et les forêts côtières, les lagunes gonflées par plusieurs semaines de précipitations sont remplies à ras-bord. Les prochaines averses risquent de leur être fatales. Si les changements climatiques ont rendu le calendrier des grandes pluies incertain, quand elles s'annoncent enfin poussées par le vent du large, leur intensité promet de bouleverser la topographie du Luango. Les puissantes crues fendent les murailles de sable. Dans les lagunes, des brèches se forment libérant une avalanche d'eau croupie, d'œufs et d'écume qui se répand en mer, entraînant de nombreux poissons. Les lagunes, dont les fonds sont plus hauts que le niveau de la mer, se sont entièrement vidées de leurs eaux nourries des tanins de la forêt. Les pieds des palétuviers, libérés par le reflux, attirent les cercocèbes à collier blanc. Sur les racines mises à nu, ils accèdent à une nourriture qu'ils ne peuvent atteindre le reste de l'année, des huîtres. Livrés à eux-mêmes dans ces lagunes instables, les jeunes crocodiles vont devoir s'adapter aux fluctuations du niveau de l'eau et aux quantités de poissons disponibles. Leurs mères n'ont pas autant de préoccupations. Leur territoire de chasse s'étend à l'océan, bien au-delà des mangroves. Dans cet environnement en perpétuel mouvement, le périophthalme est l'un des rares individus à ne pas souffrir des variations de niveau de l'eau. Il est capable de passer facilement d'une lagune à l'autre. Contrairement à nous qui transportons de l'air dans des bouteilles pour plonger dans l'eau, pour se promener, cette créature amphibie stocke l'eau dans ses chambres branchiales.
et peut aussi respirer par la peau comme les grenouilles, ce qui lui confère 2 heures d'autonomie hors de l'eau. C'est au tour des forêts côtières de regorger de fruits. Les éléphants le savent. Ils se rapprochent du littoral par petits groupes. Les géants de la terre s'invitent alors sur les hautes plages, où poussent des pelouses pionnières. Sur ces langues de sable fouettées par le vent, les éléphants ne se contentent pas d'herbes. Ils sont aussi friands de feuilles d'iboga, aux vertus euphorisantes. Dans cet environnement en perpétuel mouvement, les animaux doivent mener une vie nomade. De son côté, un fantassin immobile monté sur échasse s'est adapté aux périodes où il baigne dans l'eau saumâtre. Son système racinaire hallophile a la capacité d'éliminer le sel et de supporter le va-et-vient des marées. Fin novembre, sous l'effet des rouleaux qui ramènent inlassablement du sable, les lagunes côtières se sont refermées en moins de 3 jours et se sont remplies d'eau douce. Elles attirent alors les hippopotames. À la saison des pluies, un phénomène animalier unique au monde se joue discrètement ici, à la tombée de la nuit. La virée nocturne de ce poids lourd de plus de 2 tonnes qui quitte la lagune pour plonger en mer est un moment rare, presque insaisissable. L'hippopotame peut ainsi se laisser entraîner par l'océan, évitant d'avoir à marcher d'une prairie à l'autre pour y chercher de l'herbe fraîche. Pour ces mammifères équipés de clapets nasaux qui les rendent étanches, l'eau salée n'est pas un problème. Elle leur procure même une meilleure flottabilité. Le parc national du Luango est un miracle de la nature. Véritable architecte de cet univers complexe, le cycle de l'eau a permis la formation d'une multitude d'écosystèmes et l'épanouissement d'espèces disparues ailleurs. Ici, les hommes ont établi un pacte de non-agression avec la nature. Mais pour combien de temps ? Cette grande zone humide est vulnérable, convoitée pour son pétrole, son bois et ses autres richesses naturelles. Deltas, marais, rivières et grandes plaines inondées forment un trait d'union essentiel entre le milieu aquatique et le milieu terrestre.
les appelle les grandes zones humides. Berceau d'une incroyable biodiversité, elles jouent un rôle écologique vital pour la planète. Loin des hommes, une flore et une faune exceptionnelles y ont trouvé refuge. Pourtant, vivre dans ces mondes inondés est un défi permanent. Le puissant cycle de l'eau y dicte sa loi. En Inde, les habitants du parc national de Kaziranga sont confrontés à des périodes d'inondations dévastatrices ou de sécheresse implacable. Ici, chaque espèce a dû s'adapter. Nous sommes au cœur de la région la plus humide au monde. Classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Kaziranga prend vie au nord-est de l'Inde, dans la région de l'Assam, le long du fleuve Brahmapoutre. Sur ce territoire sauvage, le cycle de l'eau rythme la vie tel un métronome, en 3 temps de même durée. Le temps du déluge durant la mousson, celui de la canicule à la saison sèche, et entre les deux, le temps de la douceur que l'on appelle ici l'hiver. Sur cette vaste plaine pluviale, l'eau a façonné une étonnante juxtaposition d'écosystèmes. Ils permettent à des espèces terriblement menacées de s'y côtoyer dans des proportions exceptionnelles. Dans cette diversité d'habitats, chacun a trouvé sa place. Les éléphants se sont appropriés les roselières qui jalonnent la plaine centrale. Dans ces généreuses prairies d'herbes hautes, ils trouvent les 150 kilos de nourriture quotidienne indispensables à leur équilibre. Plus bas, les pâturages marécageux hébergent les rhinocéros unicornes, dont la peau plissée et la corne unique les distinguent de leurs cousins africains. Ils trouvent dans ces cuvettes une herbe rase et suffisamment d'eau pour se rafraîchir. Ces mastodontes y côtoient les cerfs des marais et les buffles. Au-delà, en bordure du parc, là où la plaine commence à s'élever, les forêts abritent sous leurs branchages des primates et des oiseaux. Avec parmi eux, les représentants d'espèces devenues rares comme les gibbons houloques et l'étonnant calao bicorne. Nous sommes au début du mois de juin et la pluie se fait attendre. Après 3 mois de canicule, la plaine centrale de Kaziranga a changé de physionomie. Les points d'eau se font de plus en plus rares. L'épuisement des roselières conduit les éléphants à chercher de nouvelles zones de ravitaillement. Dans ces vasières à l'herbe rase, ils doivent débarrasser chaque motte de l'argile dont elle est gorgée et qu'ils répugnent. Sans le savoir, ils évitent ainsi d'ingurgiter cette boue souvent chargée d'engrais chimiques, provenant des plantations de thé limitrophes et amenée jusqu'ici par les eaux de ruissellement et les crues. La plupart des rhinocéros abandonnent les nulas. Habituellement gorgés d'eau, ces canaux connectés au Brahmapoutre se sont taris. Ils offrent à la saison sèche de nouveaux pâturages aux biches et aux cerfs des marais.
ces derniers profitent du départ des grands herbivores pour s'y aventurer. Au centre du parc, les lagunes se sont évaporées, les roselières se sont asséchées. Les grands herbivores migrent vers les parties basses de la réserve, où les espaces marécageux offrent constamment de l'eau. Le parc national de Kaziranga s'étire doucement sur 430 km² entre le lit d'un géant, le fleuve Brahmapoutre, et les reliefs de Karbi Anglong. Depuis des milliers d'années, ces montagnes jouent un rôle essentiel. Pour les animaux, elles constituent le seul refuge épargné par les grandes inondations, l'ultime zone de repli pendant la mousson. Mais désormais, atteindre ces escarpements est devenu une épreuve périlleuse. Une route sépare Kaziranga des paisibles montagnes de Karbi Anglong. Chaque année, des cerfs, des éléphants ou des reptiles y trouvent la mort. De nouveaux naufragés de la mousson devront bientôt affronter le trafic routier, car l'arrivée de la mousson est imminente. En attendant les pluies qui donneront plus tard naissance à de nouvelles roselières, les éléphants doivent se déplacer en permanence. Conduites par les matriarches, les mères guident les petits dans leurs premiers pas vers les parties basses du parc. Les seuls endroits où des cuvettes humides offrent encore de l'herbe grasse et un peu de fraîcheur. Les éléphanteaux vont devoir se méfier de ces terrains meubles et boueux, vestiges des débordements du Brahmapoutre. Ils devront aussi s'habituer à une certaine promiscuité. Kaziranga héberge la plus grande population de buffles d'eau d'Asie au monde. Il partage ses points d'eau permanents avec ceux qui sont devenus l'emblème du parc national, les rhinocéros. Au début du XXe siècle, il n'en restait pas plus d'une centaine en Inde. L'espèce aurait sans doute disparu à jamais sans la création de cette aire protégée en 1908. On ne recensait alors plus qu'une douzaine d'individus, les derniers rescapés d'une chasse à outrance. 2/3 de la population mondiale vit aujourd'hui ici. L'homme qui incarne aujourd'hui les actions de conservation qui ont permis de sauver le rhinocéros indien est le docteur Bibab. Il sillonne le parc avec son équipe pour veiller sur ses protégés. Actuellement en Inde, il y a 2700 rhinocéros. Et dans le parc national de Kaziranga, nous en avons 2329. Regarde, une mère et son petit. Il doit avoir 2 ans et demi. La mère essaie de nous repérer à l'odeur, car leur vue est très mauvaise. Mais dès qu'elle nous aura sentis, elle essaiera de nous apercevoir. Ça y est, je crois qu'elle nous a repérés. Oui, c'est ça, elle se rapproche. Ce poids lourd de plus de 2 tonnes est capable de courir à 55 km/h. Mieux vaut être prudent, même s'il s'essouffle vite. La saison sèche qui s'étire inlassablement inflige une chaleur harassante aux habitants de Kaziranga. Sous leur épaisse cuirasse, les rhinocéros étouffent.
Afin de maintenir la température de leur corps à un degré constant, ils passent dorénavant plus de 60% de leur temps dans l'eau. Pourtant, dans quelques jours, ils feront tout pour fuir cet élément. Comment les jeunes rhinocéros font-ils pour survivre aux grandes inondations pendant la mousson? Ils essaient de se réfugier sur les parties les plus élevées du parc. Certaines mères et leurs petits migrent vers les montagnes plus au sud. C'est une période difficile, mais c'est un processus naturel. Tant que les inondations ne sont pas trop importantes, l'impact est modéré. Mais en cas de forte crue, il y a un réel problème. Il nous arrive de perdre 30 à 40 rhinocéros qui meurent noyés. À l'orée du mois de juin, le ciel qui se pare de nuages annonce le retour très proche de la mousson. Les pluies n'ont pas encore atteint la région. Pourtant, le destin du peuple de Kaziranga est déjà en train de basculer. Gonflé par les fortes précipitations qui s'abattent dans l'Himalaya où il prend sa source, le gigantesque fleuve Brahmapoutre sort de son lit. En quelques heures seulement, il a noyé des kilomètres de terre. Les flots pénètrent d'abord dans le parc par l'ouest, la partie la moins élevée de la réserve. Puis ils gagneront le centre avant de conquérir les zones plus élevées à l'est. Assiégées par les flots, les berges qui s'effondrent perdent plusieurs tonnes de terre et de sable. Elles se déposeront dans le parc au gré de la future décrue, provoquant un envasement qui remodèle chaque année les contours et le relief du parc. Aux frontières de celui-ci, sur l'autre rive du Brahmapoutre, la tribu des Mishing envisage sérieusement l'évacuation de son cheptel. La puissance et la vitesse des crues sont imprévisibles. Très vite, l'eau s'infiltre partout, au sein même des forêts qui tapissent les contreforts de Karbi Anglong. Il est temps de s'éloigner. Bientôt, l'eau sera tellement haute que ceux qui n'auront pas pu partir se retrouveront piégés par les flots. Pour l'heure, les points les plus élevés sont encore au sec, comme ces routes construites spécialement par l'armée. Elles vont offrir aux animaux un refuge temporaire et serviront de corridor migratoire aux retardataires. De nombreux mastodontes devront bientôt s'engager sur ces axes étroits et parfois se céder le passage pour éviter les confrontations. Les routes sont maintenant presque entièrement inondées. Ces hommes étudient l'autre animal mythique de Kaziranga, le tigre. Lui aussi est vulnérable face aux inondations. D'après les estimations, il ne reste que 3200 tigres dans le monde. Depuis 2006, le parc a été classé en tant que réserve pour ce très discret prédateur. Sa préservation est la mission du docteur Firoz. Les pâturages de Kaziranga abritent l'une des plus importantes densités de tigres au monde. Les herbes sont très hautes, c'est pourquoi c'est si difficile de les apercevoir. Un tigre peut très facilement se cacher dans les forêts. Même si vous ne le voyez pas, vous pouvez être certain que lui vous observe.
Cela fait des milliers d'années que la faune a appris à vivre ici. Ces inondations existent depuis la nuit des temps. Les crues sont une bénédiction. Elles permettent de contrôler le nombre d'animaux. Cet écosystème permet de maintenir une population saine dans le parc. Drame ou bénédiction, les flots finissent toujours par emporter les plus faibles. Il n'a toujours pas plu, mais l'eau ne cesse pourtant de monter. En quelques jours seulement, les crues du Brahmapoutre ont noyé plus d'un tiers du parc. Qu'adviendra-t-il quand les pluies s'installeront sur Kaziranga? Ces biches se croyaient à l'abri et au sec. Elles se sont pourtant retrouvées piégées sur cet îlot forestier cerné par les flots. Leur avenir est compromis. La vitesse et la progression du flux ont également surpris une harde d'éléphants pressés de rejoindre les zones élevées du parc. Les mères s'inquiètent pour les éléphanteaux affaiblis par cette marche épuisante. Les crues gênent leur progression vers les montagnes. Plutôt bons nageurs, les rhinocéros sont moins pressés d'abandonner leur marécage. Les inondations leur imposent d'autres contraintes. Ces animaux solitaires et terriblement territoriaux doivent maintenant s'agglutiner sur des espaces restreints. Si répandre ces empreintes olfactives pour marquer leur territoire est désormais dérisoire, ces géants ont développé un comportement typique et surprenant. Ces latrines permettent à chacun de savoir qui se trouve sur ce territoire et de s'identifier à son tour. Ça, c'est typique du comportement des rhinocéros. 4 ou 5 individus choisissent le même endroit pour déféquer. C'est un peu comme des latrines publiques. Les prélèvements d'excréments nous servent à 2 choses. La première consiste à analyser l'ADN et repérer les mâles et les femelles. Ça nous permet de connaître la densité de rhinocéros dans un périmètre donné. Le second intérêt de ces prélèvements, c'est l'analyse des parasites. Ça nous permet d'identifier ce que l'on trouve plus précisément sur les rhinocéros du parc. Au cœur des dernières prairies inondées, ces rhinocéros doivent apprendre à se tolérer. Ces retardataires vont bientôt se retrouver isolés. Fin juin, avec 3 semaines de retard, la pluie est de retour. En quelques heures, l'eau flirte avec les branches que l'on imaginait inaccessibles. La quête d'endroits surélevés devient une question de survie. Il est temps de se mettre en marche vers les massifs montagneux. Au plus fort des pluies torrentielles, le niveau de l'eau peut grimper de plus de 2 mètres par endroit. En juillet, les 3/4 de la région seront engloutis. Bien que totalement amphibie,
Les loutres n'échappent pas à cette fatalité. L'eau qui s'immisce dans chaque port de cette terre a condamné leur terrier. Elles doivent chercher de nouvelles berges d'accueil. Les conditions sont de plus en plus rudes. Il pleut sans discontinuer depuis 6 jours. Face aux fortes inondations qui progressent, aucune créature ne sera épargnée. Les retardataires ou les plus faibles périront. Chaque année, plusieurs centaines d'animaux meurent noyés. Depuis le début de l'été, la région de Kaziranga a subi plusieurs inondations. En juillet, plus de la moitié des terres est submergée. À la faveur d'une accalmie, les hommes de la tribu Mishing ont décidé de suivre l'exode. Le niveau de l'eau n'est pas encore au plus haut. Mais l'herbe n'est déjà plus comestible à cause du sable déposé sur nos champs par le fleuve lorsqu'il déborde. Les uns après les autres, nos canards, nos poules, nos vaches, nos chèvres dépérissent. Lorsque le niveau de l'eau est trop élevé, notre bétail est en danger de mort. Ces crues nous rendent la vie impossible. Cette arche de Noé qui remonte le Brahmapoutre conduit le bétail au pied des montagnes, dans les zones que les crues n'ont pas dévastées. Les villageois doivent aussi faire face à un autre fléau, l'invasion des jacinthes d'eau. Ces plantes invasives transportées par les courants prolifèrent à une vitesse fulgurante. Elles vont tapisser la surface des plans d'eau et réduire considérablement leur oxygénation. Un drame pour les pêcheurs, mais aussi pour les poissons menacés d'asphyxie. Rien n'arrête la progression des crues. En quelques semaines, elles ont fini par atteindre les zones les plus élevées du parc. Ce bébé rhinocéros est en danger. En août, avec l'intensification des pluies diluviennes qui accompagnent la mousson, la situation s'aggrave. Les mères et leurs petits ont fui. Seuls quelques vieux mâles récalcitrants s'obstinent à braver le déluge. La plaine de Kaziranga s'est transformée en océan. Les averses ont beau marquer des pauses, elles n'auront aucun effet sur le niveau de l'eau. Désormais, les retardataires n'ont d'autre alternative que de rejoindre au plus vite l'unique zone de repli épargnée par l'alliance dévastatrice du Brahmapoutre et de la mousson. Le moment est critique. Les jeunes rhinocéros et les éléphantaux manquent encore d'endurance. Ralentie dans sa fuite par son bébé à bout de souffle, une mère exténuée se démène pour atteindre la terre ferme. Pour rejoindre les escarpements de Karbi Anglong, il faut dorénavant nager à travers lacs, rivières et lagunes.
prix de prodigieux efforts, ils ont eux aussi fini par regagner un îlot de fortune. Mais les places au sec sont très convoitées. D'autres poids lourds se sont déjà échoués sur ce rivage. En temps normal, une telle proximité serait intolérable. Alors on se jauge. On apprend à se connaître, à accepter la cohabitation. Cette situation ne durera pas. La pénurie de nourriture obligera ces naufragés à migrer vers les montagnes. Après 3 mois de pluies incessantes, les 2 tiers de la plaine de Kaziranga sont entièrement submergés. Aucun barrissement ou grognement ne viendra parasiter le concert des batraciens ou les virées nocturnes des serpents ratiers. Ils sont les derniers à faire vibrer ce monde. Face à l'ampleur du déluge, les animaux reprennent leur fuite vers les montagnes. Mais un nouveau défi attend ces exilés qui se pressent aux frontières du parc. Pour atteindre leur nouvel Éden, ils vont devoir traverser le territoire des hommes. Le serpent ratier s'est mis en quête de proies et d'espaces moins humides. À cette époque, les maisons sont des abris très prisés. D'autant que les batraciens et les petits rongeurs dont ils raffolent vont également s'y réfugier. Si les habitations deviennent le théâtre d'étonnantes scènes de prédation, des équipes de naturalistes sont prêtes à intervenir à la moindre alerte pour récupérer les reptiles et éviter qu'ils ne soient éliminés. À cause de sa ressemblance avec le cobra, le serpent ratier fait peur aux villageois. Mais ce ne sont pas les seuls. En cette période où la faune sauvage et les hommes sont extrêmement proches, il faut avoir l'œil partout pour traquer les intrus. Ce serpent ratier vert de près de 2 mètres sait se rendre invisible dans la végétation. Il sera relâché dans la forêt, loin du village, car sa morsure comme son venin sont redoutables.
Pendant ce temps, d'autres animaux s'agglutinent toujours plus nombreux aux abords des habitations. Tous frileux à l'idée d'affronter cette jungle urbanisée qu'ils redoutent tant. C'est la saison du rut chez les Barasinga. Ces cerfs des marais ont paré d'herbe leur bois pour l'occasion. Un moyen d'impressionner les rivaux est de séduire un maximum de femelles pour étoffer son harem. La reproduction a lieu pendant la mousson, afin que l'unique petit naisse durant l'hiver, juste avant la saison sèche. Les cohortes d'éléphants se pressent désormais aux environs de la route nationale 37. Le principal axe commercial routier de la région de l'Assam est l'ultime épreuve avant d'atteindre les montagnes de Karbi Anglong. C'est aussi le plus meurtrier. Des milliers de camions et de véhicules s'y croisent chaque jour. Ces panneaux qui appellent à la vigilance et à la prudence ne suffisent pas à éviter les accidents. Des centaines d'animaux périssent chaque année sur cette bande de bitume. Chaque année, les hommes et la faune sauvage sont contraints à une incompatible cohabitation. Les plantations de thé sont endommagées et les cultivateurs n'hésitent pas à s'en prendre aux animaux. Les autorités ont dû se résoudre à prévoir des indemnisations pour éviter les conflits. Il n'y a pas de moment réellement propice pour se lancer à l'assaut de ces quelques mètres d'asphalte où tous les efforts peuvent être anéantis. Les adultes les plus déterminés se lancent tête la première en prenant soin d'encadrer les plus jeunes pour les protéger. Ils sont nombreux à avoir attendu la nuit et la baisse du trafic avant de se remettre en marche. Au plus fort de la saison humide, les forces de l'ordre sont mobilisées afin de faire respecter les 5 corridors aménagés pour faciliter le passage des animaux. Votre attention s'il vous plaît. Ceci est une alerte aux inondations prévues ces jours-ci. En ce moment, les animaux pourraient chercher refuge près de vos maisons. Soyez très prudents. N'hésitez pas à nous appeler pour que nous puissions faire le nécessaire et les sauver. Parmi tous ces fugitifs, les reptiles sont les plus vulnérables. Au fil des jours, on se bouscule aux abords de la NH37. La marque foncée sur le corps de ces géants révèle le niveau de l'eau qui couvre Kaziranga.
Si ces hardes de femelles avec leurs petits vont enfin pouvoir s'installer au sec, tous ne sortent pas indemnes de cet exode. Percuté par un véhicule, ce jeune mâle solitaire mettra plus de temps pour gagner la protection des montagnes. Les versants luxuriants de Karbianglong offrent un peu d'herbe. Les éléphants compléteront leur alimentation avec des branchages et en arrachant l'écorce des arbres. En attendant la décrue, les animaux ayant quitté le parc resteront 2 à 3 mois dans ces forêts vallonnées. Ils vont y côtoyer de nouveaux voisins qui s'y sont sédentarisés, comme les reptiles, qui ne sont plus soumis à une forte compétition et trouvent de la nourriture en abondance. Ou comme l'ont fait aussi les cochons sauvages à crinière. Venus de la vallée, ils pullulent désormais dans ces sous-bois. Abreuvés par plusieurs semaines de précipitations, les arbres de la forêt commencent à offrir des fruits. Bientôt, les éléphants pourront aussi en profiter. En forêt, le peuple de la canopée a trouvé des branches où rester au sec. Plus bas, dans la périphérie du parc national, les crues du Brahmapoutre conduisent à l'exode de nouvelles victimes. Kaziranga s'est transformé en océan d'eau douce. Le paradis des oiseaux. Car durant la saison humide, le fleuve entraîne dans son sillage de grandes quantités de poissons. La zone de pêche du martin pêcheur-pie et des pélicans n'a plus de limite. Ils viennent peupler les billes, ces étangs qui ne représentent que 5% de la surface du parc à la saison sèche. Fin septembre, les pluies de la mousson qui ont débuté en juin s'estompent enfin. Le Brahmapoutre va rejoindre son lit aussi vite qu'il ne l'avait quitté.
ces débordements ont eu un coût, mais en contrepartie, le fleuve va enrichir cette terre. Le Brahmapoutre, en se retirant, dépose chaque année un précieux limon fertile qui revigorera les sols. Il est à l'origine d'inondations destructrices, mais aussi de la renaissance du parc. À tout niveau, cette saison hivernale qui succède à la mousson est celle du renouveau, du temps béni où renaissent les prairies. C'est aussi celui de la reconstruction. De minuscules bâtisseurs attendaient ce moment pour s'attaquer au titanesque chantier de fortification de leur termitière. La violence des précipitations et les coups de griffe des tigres qui se délectent de termites à la saison humide ont ébranlé la colonie. Plus d'1 million d'ouvriers frénétiques s'activent dans ces cathédrales champignonistes qui abritent une multitude de galeries, de cheminées et une chambre royale. Dans les rizières, les villageois peuvent profiter de cette brève période de répit et récolter le riz. En octobre, le temps est enfin venu pour les animaux d'affronter une nouvelle fois cet inévitable et périlleux couloir de bitume. L'alerte est efficace. La voie est libre pour les éléphanteaux et leurs mères, impatientes de retrouver la profusion de nourriture qu'offrent les roselières. À Kaziranga, l'hiver est le temps de l'abondance où chacun va pouvoir se réapproprier son espace de prédilection. Cette saison se prolongera sans accroc jusqu'au mois de janvier. Mais dès le mois de février, c'est l'absence de précipitations qui va à nouveau chambouler le quotidien du peuple de Kaziranga.
un soleil de plomb s'abat sur la réserve. Les températures extrêmes vont rapidement flirter avec les 40 degrés. Dans le nord et à l'est du parc, l'eau commence à manquer. Les grands herbivores vont devoir se mettre en marche vers les marais du sud. Inexorablement, les marécages se réduisent, les pâturages s'assèchent. Fin avril, la moindre petite mare devient l'objet de convoitise. Difficile d'imaginer que cette savane ait pu se retrouver submergée sous 2,50 mètres d'eau. Cette fois encore, les rhinocéros sont contraints de se côtoyer ou de partir chercher d'autres marécages au sud du parc. Ce buffle que l'on imagine impassible dans son bain de boue sait qu'il risque de devoir céder sa place à cet intrus, car ni l'un ni l'autre n'apprécie la compagnie. Les petits rhinocéros sont soumis à de nouvelles épreuves. Dans ces herbes hautes, un bébé s'est égaré. Celui-ci s'est trop éloigné de sa mère et s'est perdu. Il doit pourtant rester à ses côtés pendant les 2 premières années de son existence, car sans sa mère, il n'a aucune chance de s'en sortir. Pas question pour cette femelle de s'occuper d'un autre petit étourdi. Comme chez les éléphants, elle ne peut s'occuper que d'un unique bébé. Cette fois, il l'a échappé belle. Cette année encore, les plus forts et les plus expérimentés ont réussi à braver les rigueurs de la sécheresse et les pièges de la mousson. Sous peu, les éléphants, les rhinocéros et les buffles seront de nouveau confrontés aux inondations. Ainsi va le cycle de l'eau à Kaziranga, orchestré par le fleuve Brahmapoutre. Sur les terres du dieu Brahma, où la vie naît du déluge, les plus grandes populations au monde de rhinocéros unicornes et de tigres ont trouvé leur sanctuaire. La réserve de Kaziranga est précieuse pour l'épanouissement d'espèces en voie de disparition. Malheureusement, son avenir et celui de ses habitants est compromis. Un projet d'expansion de la route nationale 37 vient de voir le jour. Les corridors prévus pour faciliter la traversée des animaux ne seront plus suffisamment performants. Comme la plupart des grandes zones humides de notre planète, ce site est devenu extrêmement vulnérable.
Deltas, marais, rivières et grandes plaines inondées forment un trait d'union essentiel entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Ces grandes zones humides jouent un rôle écologique vital pour la planète. Dans l'eau comme au sol ou très haut dans la canopée, une flore et une faune exceptionnelles y ont trouvé refuge. Pourtant, vivre dans ces mondes inondés est un défi permanent. Le puissant cycle de l'eau y dicte sa loi. À Bornéo, le sanctuaire de Kinabatangan n'échappe pas à cette fatalité. Les périodes de mousson et de sécheresse s'y succèdent et imposent à ses habitants des conditions de vie extrêmes. Dans cet écrin de chlorophylle, des espèces uniques au monde ont trouvé refuge. Nous sommes au cœur du sanctuaire sauvage de Kinabatangan. Surnommée le cadeau de la Terre, cette région abrite les derniers fragments de l'une des plus vieilles forêts de notre planète, née il y a 130 millions d'années. Située au nord-est de l'île de Bornéo, dans l'état de Sabah, en Malaisie orientale. Cette réserve s'étire sur près de 70 000 hectares. Le long du fleuve qui lui a donné son nom, jusqu'à la mangrove qui borde la mer de Sulu. Kinabatangan. Si ce nom claque comme la morsure du crocodile géant qui fréquente ces berges, dans ce monde où l'eau foisonne, c'est bien la vie qui domine. Au fil des saisons, la puissance des moussons, la force des marées d'équinoxe et la vigueur du fleuve ont façonné une grande diversité d'habitats propices à l'épanouissement d'une faune unique. Alimentée par le va-et-vient des marées, la mangrove est un abri de choix pour d'étranges primates. Ces singes nasiques ne se trouvent qu'à Bornéo. Au-delà de ces marécages côtiers, le fleuve est bordé d'étroites prairies ripisylves. Les rarissimes éléphants pygmées y trouvent les herbes hautes dont ils se délectent avant de regagner la protection de la forêt. Les ramifications de ces géants immobiles cachent d'autres animaux en voie de disparition, comme les orang-outans. Mais aujourd'hui, ces fragiles écosystèmes sont menacés par la déforestation. La culture intensive des palmiers à huile ravage peu à peu les derniers bastions sauvages de Bornéo. Le long du fleuve, seuls 27 000 hectares de forêts morcelées résistent encore à cette folle expansion dévastatrice. Nous sommes en octobre, à l'approche de la grande mousson. Le moment où de redoutables prédateurs s'enfoncent dans le Kinabatangan. Aussi à l'aise dans l'eau salée que dans l'eau douce, les crocodiles marins vont profiter des marées d'équinoxe qui poussent la mer jusque dans les méandres du fleuve pour les remonter.
les plus gros reptiles vivants au monde vont rejoindre leur site de reproduction favori. Ce prédateur peut mesurer jusqu'à 7 mètres et peser près d'1 tonne. Opportuniste, il dévore tout ce qui passe à sa portée, crabes, oiseaux, singes ou même les buffles. À une vitesse de croisière de 3 à 5 km/h, le crocodile d'estuaire va profiter de l'occasion pour étendre son territoire de chasse. En amont du delta, la forêt est parsemée d'étranges et paisibles conformations où la vie foisonne. Ces oxbows, anciens méandres du Kinabatangan, se sont détachés du cours d'eau et forment désormais autant de petits lacs. Le long de leurs eaux dormantes, sur un sol épais et riche en matière organique, les arbres prospèrent mieux. Ils sont plus imposants que ceux ancrés sur les rives du fleuve. Particulièrement bien adaptés aux variations du niveau de l'eau, les Malothus muticus verront bientôt leurs racines englouties. La vie s'est installée à tous les étages de ce monde vertical. Avant d'avoir à affronter les caprices du ciel, certains risquent une furtive escapade terrestre. Une opportunité à ne pas manquer pour les varans et autres lézards à l'affût. Beaucoup plus haut dans la canopée, certains mammifères ont développé d'étonnantes capacités pour se déplacer. Ils peuvent planer comme l'incroyable écureuil volant. Une stratégie efficace qui lui évite de poser pied à terre lorsque le sol disparaît sous les eaux. Perché à plus de 30 mètres de hauteur, l'orang-outan peut lui aussi jouer aux équilibristes. Celui que les Malais ont baptisé l'homme de la forêt est doté de mains, de pieds et de bras démesurés qui lui permettent de se déplacer tranquillement au gré de la maturation des fruits. Fin octobre, lorsqu'ils se font plus rares, il doit se contenter de jeunes pousses ou du feuillage abondant que lui offre son habitat. En novembre, les vents du nord-est annoncent l'arrivée de la grande mousson et de ses pluies diluviennes. Bientôt, les eaux du fleuve envahiront tout le sanctuaire, engloutiront les racines de la mangrove et s'infiltreront dans chaque parcelle de cette vaste zone humide. Jusqu'en février, les pluies incessantes vont bouleverser les habitudes. En une journée, les précipitations peuvent atteindre 100 mm. Pour le singe nasique, comme pour les autres espèces qui vivent ici, l'activité se réduit considérablement. Il n'a fallu que quelques jours pour que le fleuve et ses affluents débordent. Les précipitations sont 7 fois plus importantes que pendant la saison sèche.
La monotone litanie de la mousson est parfois interrompue par une soudaine éclaircie. Les vents de nord-est chargés de l'humidité de la mer faiblissent. Cette femelle crocodile s'est installée au calme d'un bras isolé du fleuve lorsque les pluies sont apparues. Elle a enfoui une soixantaine d'œufs dans un nid qu'elle a creusé sur la berge avant de le recouvrir de feuilles. Elle restera à l'affût pendant toute la période d'incubation, prête à fondre sur les intrus. Même sous l'eau, la moindre vibration suspecte déclenchera une réaction immédiate. Si tout se passe comme prévu, le niveau de l'eau sera au plus haut au moment de l'éclosion. Les petits crocodiles auront ainsi peu de chemin à parcourir pour se réfugier dans la rivière. L'accalmie a été de courte durée. Le choix de cet emplacement peut se retourner contre la nichée. Le cours du fleuve qui ne cesse d'enfler pourrait noyer le nid. Après plus de 2 mois d'intenses précipitations, l'eau fait entièrement corps avec la terre, la mer et les forêts. Près des côtes, la mangrove reçoit les flots chargés de limon charriés par le fleuve. Ces riches nutriments alimentent les micro-organismes présents dans les vasières. Selon un tempo parfaitement orchestré, les anablèpes, d'étonnants poissons marcheurs et les crabes viennent se ravitailler à marée basse. Une aubaine pour le martin chasseur à collier blanc. Le retour de la marée est imminent. Il est temps pour le crabe violoniste de regagner sa loge. À son tour, la faune sous-marine va pouvoir profiter du festin. Pour des centaines d'espèces, la mangrove est avant tout une gigantesque nurserie. Les plus petits peuvent s'y développer à l'abri des prédateurs dans une eau limpide, protégée par l'enchevêtrement de racines. Si la vie abonde au pied des palétuviers, elle n'en est pas moins riche à leur cime. Les singes nasiques squattent les étages supérieurs de la mangrove. Ils font partie des très rares mammifères à s'être adaptés à cet environnement saumâtre. Affublé d'un nez pouvant mesurer jusqu'à 21 cm, le Cyrano de l'Asie est censé séduire ainsi ces femelles au gracieux nez en trompette. Son estomac lui permet d'assimiler des aliments que d'autres primates ne tolèrent pas. Dans ce système digestif qui pèse le quart de son poids, les bactéries viennent à bout de la cellulose et des toxines présentes dans les feuilles des palétuviers.
Véritables casse-cou, ces voltigeurs n'hésitent pas à se jeter dans le vide pour passer d'un arbre à l'autre. Les crues n'ont finalement pas eu raison de la précieuse couvée. Au bout de 80 jours environ, les premiers bébés font enfin leur apparition. Après d'intenses efforts pour percer les coquilles, les petits vont devoir au plus vite gagner la rivière pour se mettre à l'abri des oiseaux et des prédateurs et trouver les crustacés dont ils vont se nourrir. Survivre aux premiers jours de leur naissance est une prouesse. Moins de 10% d'entre eux atteindra l'âge adulte pour devenir les créatures les plus redoutées du Kinabatangan. Début février, alors que le fleuve a atteint son plus haut niveau, les terres émergées sont devenues rares. Certains animaux vont se retrouver coincés sur de petits îlots, coupés de tout. Marc Ancrenaz sillonne les derniers sentiers encore praticables du sanctuaire. Depuis 15 ans, ce vétérinaire œuvre pour la protection des orang-outans. Avec le docteur Isabelle Lachmann, il a créé un programme pour leur sauvegarde, en collaboration avec les habitants de la région. Super. On voit ça souvent quand il pleut fort, là, comme actuellement pendant la mousson. Ils construisent un toit, juste pour s'abriter de la pluie. Et quand il pleut fort, et de temps en temps ici il peut pleuvoir 2, 3, 4 jours d'affilée, les orang-outans parfois restent dans leur nid 2, 3, 4 jours. Dès que la pluie s'arrête, là, ils vont sortir de leur nid, ils vont aller chercher à manger. Donc nous sommes ici dans une forêt où tous les grands arbres ont été coupés, une forêt qui est dégradée, fragmentée à cause du développement de plantations de palmiers à huile. On a des animaux qui vivent dans des îlots forestiers, séparés les uns des autres à cause du développement agricole. Le gros problème qu'on a dans la Kinabatangan, c'est ce qu'on appelle la fragmentation de l'habitat. Pendant la saison des pluies, quand le niveau des eaux monte, certains orang-outans se retrouvent complètement isolés dans ces petits îlots forestiers qui sont inondés. Les orang-outans ne savent pas nager, ce qui veut dire que dans certains cas, certains animaux se retrouvent piégés en fait dans des îlots de 2, 3, 4 arbres. Si l'inondation n'est pas longue, l'orang-outan peut attendre. Si par contre les inondations durent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ces orang-outans-là ont vraiment très peu de chances de survie parce qu'ils ne peuvent plus trouver à manger et ils sont coincés dans leur arbre. On a vu de temps en temps certains orang-outans essayer de descendre et de traverser l'eau. Certains y arrivent, certains vont se noyer. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a des crocodiles dans le coin. Donc c'est aussi
potentiellement une source de menace. Les palmiers à huile sont des plantes qui ne sont pas adaptées aux zones inondables. Pour minimiser les dégâts de la montée des eaux, ce que font les plantations, c'est de créer des drains pour essayer d'évacuer l'eau en surplus. Donc tous ces drains en fait convergent vers la Kinabatangan, vers la rivière principale. Quand on a des drains qui traversent une forêt, ça peut créer une barrière qui est impénétrable pour les animaux, pour les orang-outans par exemple. Donc si on fait un drain qui est assez large et que les arbres ne peuvent plus faire un pont naturel, les orang-outans ne peuvent pas passer le drain. Si ces connexions n'existent plus, les orang-outans se retrouvent isolés. La fragmentation de l'habitat et le manque de corridors de circulation entraînent la mort de nombreux animaux durant les grandes inondations. Les moussons favorisent néanmoins la régénération du sanctuaire. C'est la période où le fleuve et ses affluents essaiment dans toute la forêt les sédiments qu'ils transportent. Fin février, les alizés qui apportent les pluies s'essoufflent doucement pour laisser place à une brève période d'accalmie. Elle ne durera que quelques semaines. Le long des cours d'eau apaisés, les berges révèlent de nouvelles ripisylves, des rubans de végétation qui forment un corridor biologique. Au mois de mars, avec la décrue, les éléphants pygmées de Bornéo peuvent enfin rejoindre ces nouveaux pâturages. Pour eux, cette saison est celle de l'abondance. Durant quelques semaines, ils vont pouvoir se gaver des roseaux et des herbes hautes dont ils raffolent. En ingurgiter plus de 150 kilos par jour. Les plus petits éléphants de la planète mesurent 2,50 m maximum au garrot, alors que leurs cousins africains peuvent les dépasser de plus d'1 mètre. Farouches et sensibles aux morsures du soleil, ils évitent de s'éloigner trop longtemps de la forêt. En l'absence de précipitations sur toute la région, la décrue s'accélère. Il a suffi de quelques jours pour que les forêts inondées se vident. Cette maman et son bébé sont des naufragés des cimes. Piégée sur le territoire des hommes par les inondations, elle n'a trouvé aucune branche pour passer au-dessus des routes submergées qui la séparaient de sa forêt. Amaigrie, à bout de force, elle doit trouver les fruits qui pourront la revigorer et ainsi sauver son petit. Pour parfaire son éducation, il devra rester auprès de sa mère en moyenne 10 ans. Cet apprentissage indispensable lui permettra de distinguer les 300 variétés de plantes dont il pourra se nourrir. Ils étaient plus de 10 000 au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 800.
La population d'orang-outans du Kinabatangan vit peut-être ses derniers moments. Chaque strate de ce millefeuille végétal qui se dresse vers la lumière héberge plusieurs centaines d'espèces de plantes et une myriade d'animaux. Avec le reflux, les petits invertébrés peuvent abandonner les étages supérieurs de la forêt. Ils se réapproprient peu à peu le sol. Mais sur la terre ferme, même au sec, tout peut arriver. Voilà l'innocent responsable de ce lancer de projectiles. En ce début de saison sèche, cet orang-outan n'a plus besoin de parcourir plusieurs centaines de mètres par jour pour se nourrir. Les arbres regorgent de fruits mûrs. Pour le plus grand mammifère arboricole au monde, cette période faste ne durera malheureusement qu'un temps. Non loin retentissent les cris de l'aigle de Wallace. C'est la saison des amours. Leur nid accueillera bientôt un œuf unique, ce qui rend cette espèce extrêmement vulnérable. Aucune averse, pas la moindre ondée depuis plusieurs jours. En l'absence de boue pour protéger leur peau des parasites, les éléphants n'ont désormais d'autre choix que de prendre des bains de poussière. Au cœur de la forêt, les points d'eau se raréfient. Les pachydermes devront bientôt quitter la protection de la forêt pour trouver les 100 litres d'eau dont ils ont besoin quotidiennement. En avril, les vents chauds du nord-est assèchent les derniers points d'eau. Les oxbows se vident. Les animaux vont peu à peu se concentrer autour du fleuve. Une situation qui n'échappe pas à cet énorme saurien. Pour les loutres cendrées, la vigilance est de mise. D'autant qu'une
une bande de primates convoite aussi la fraîcheur de ces rives et compte bien leur chercher des noises. Ce sont des macaques crabiers, de petits singes surexcités qui pullulent à Bornéo. Ces opportunistes se déplacent en gang d'une 60aine d'individus capables de s'approprier n'importe quel environnement. Ce n'est forcément pas du goût des loutres. Les macaques ont appris à s'en méfier. Contrairement aux apparences, elles possèdent une mâchoire extrêmement puissante et des dents acérées. Pas question pour elles de céder du terrain. Elles ont eu assez de mal à y creuser leur terrier. Les macaques sont priés de déguerpir. Ce tronc d'arbre est une limite à ne pas franchir. Bien au-dessus de toutes ces disputes, cette femelle d'un certain âge est accaparée par une tâche qu'elle renouvelle quotidiennement. Avec une extrême minutie, elle se prépare à un nid douillet. Les macaques crabiers, de leur côté, profiteront de la fraîcheur du cours d'eau jusqu'à la tombée de la nuit. Perchés très haut dans la canopée, bercés par la douceur de la brise qui règne sur les cimes, cet orang-outan ne craint aucun ennemi. De jour en jour, la sécheresse s'intensifie. Phénomène inhabituel pour cette zone équatoriale, il n'est pas tombé la moindre goutte depuis 3 semaines. Le niveau du fleuve diminue drastiquement. « 300 éléphants vivent ici. Pour eux, boire et se rafraîchir est devenu une priorité. Rarement ils ne s'étaient réunis en aussi grand nombre.
L'eau réhydrate les pachydermes, mais elle leur permet également de noyer les parasites qui infestent leur peau. Ils sont tous là. Regarde ça, ils sont tout excités. Après 2 jours passés dans la forêt, on peut voir comme ils sont contents quand ils aperçoivent de l'eau. Le temps a été particulièrement sec ces jours-ci. Regarde, il y a Ita, Mibi. Tous les éléphants auxquels j'ai mis un collier émetteur sont là. C'est incroyable. Farina Othnan est doctorante à l'Université britannique de Cardiff. Au centre de Danaougirang, elle étudie le comportement des éléphants depuis 4 ans. C'est un clan uni. Quand plusieurs familles se réunissent ainsi pour former une grande harde, c'est qu'ils sont unis par de solides liens. L'eau est très importante pour les éléphants. Elle agit comme un système de refroidissement en abaissant la température de leur corps. On sait grâce à plusieurs études scientifiques que les femelles adaptent leur déplacement pour se trouver toujours proches des sources d'eau. Pendant la saison sèche, ils doivent aller plus loin pour trouver les ressources en eau dont ils ont besoin. Alors que pendant la saison des pluies, ils sont plus sédentaires car tout est inondé. Ils aiment l'eau, mais ils n'y restent jamais très longtemps. Dans le Kinabatangan, il y a environ 300 éléphants. C'est très peu. On doit faire tout notre possible pour les protéger, pour que les générations futures puissent continuer à les observer à l'état sauvage. À Sabah, nous avons augmenté le niveau de protection des éléphants de Bornéo. Ils font désormais partie du programme numéro 1, ce qui veut dire qu'on ne peut plus les tuer. Ces 30 dernières années, la déforestation a modifié les écosystèmes et le climat de la région. Les longues périodes de sécheresse sont devenues plus fréquentes. C'est la période de reproduction pour le calliope malais. Ce couple fidèle restera ici pendant 3 mois, jusqu'à ce que les oisillons aient atteint leur autonomie. Fin mai, une petite mousson de moindre force arrive du sud-est. Elle va donner un nouveau souffle à la forêt. Le varan malais n'a qu'une préoccupation: terminer sa digestion sans être dérangé. Ce grand lézard semi-aquatique est indifférent aux questions d'humidité. Les nasiques, quant à eux, n'ont pas peur de mouiller leurs pieds semi-palmés pour récolter quelques graines dans la mangrove.
Les averses qui déferlent en amont, même de courte durée, ont rendu toute sa puissance au fleuve. Pour éviter de se retrouver cernés dans les zones inondables, les éléphants doivent régulièrement traverser le fleuve. L'éléphanteau ne possède pas encore l'expérience de ses aînés. Il n'est âgé que de quelques semaines. Sa relative légèreté est un handicap face à la force du courant. Mais il peut compter sur la solidarité des femelles qui n'hésitent pas à lui porter secours. De nombreux éléphanteaux périssent chaque année, emportés par les courants du Kinabatangan. Indifférent à ce qui se joue au sol, un milan passe à l'attaque. La chasse aux chauves-souris se poursuivra une bonne partie de la nuit pour le rapace. Début juillet, alimenté par les pluies qui continuent de se déverser en amont, le fleuve et les rivières ne cessent de gonfler. Dans les mangroves, le retour du beau temps réveille les ardeurs du mâle dominant. La tête un peu pincée et le nez retroussé, les femelles affichent clairement leur disponibilité. Mais il lui sera difficile de contenter toutes les prétendantes de son harem. Sur ce territoire fragmenté, la harde a fini par s'égarer aux portes d'une plantation de palmiers. Au fil des ans, la place accordée à la vie sauvage s'est drastiquement réduite. Les plantations de palmiers à huile poursuivent inexorablement leur expansion et compliquent le quotidien des animaux. Pour le gouvernement malais, cette ressource est l'un des moteurs de la croissance économique. 11% de la richesse du pays est assurée par ce secteur qui nourrit plus de 500 000 familles. Pour les éléphants, le mal est fait. Cette situation constitue une réelle menace pour la survie de l'espèce.
Farina Outnan suit en permanence les individus porteurs de colliers émetteurs. Il n'y a pas assez d'espace dans ces forêts durant la saison des pluies, parce que la majeure partie du sol est recouverte d'eau. Donc les éléphants vont dans les plantations de palmiers à huile, où le sol est plus haut. Mais cela peut provoquer des conflits entre les hommes et les éléphants, et l'issue est rarement en leur faveur. En fait, ils se comportent différemment lorsqu'ils sont dans les plantations. Ils forment de plus grands groupes. Plus il y a d'individus, plus ils se sentent en sécurité. Mais cela modifie leurs activités durant la journée. Ils vont passer moins de temps à se nourrir et plus de temps à surveiller leur environnement, parce qu'ils ne se sentent quand même pas complètement en sécurité. Et puis, il peut y avoir un problème avec l'eau. Ça peut être très dangereux, très risqué pour eux, surtout pour les plus jeunes. L'eau peut contenir des engrais pour les arbres. Ça peut affecter la taille des organes internes des éléphants, notamment leur cœur. Ça n'a pas beaucoup d'incidence à court terme, mais à long terme, s'ils passent trop de temps dans les plantations, ils peuvent mourir empoisonnés. Les cultivateurs voient d'un mauvais œil l'intrusion de ces mastodontes qui dévastent tout sur leur passage. Tous les moyens sont bons pour les faire déguerpir. Un stress supplémentaire pour ces animaux désorientés, contraints de chercher des issues pour atteindre des zones sauvages préservées. Comme pour les orang-outans, le patrimoine génétique de ces populations d'éléphants de plus en plus isolées géographiquement s'appauvrit aussi rapidement que leur environnement. Les cultivateurs doivent s'accommoder de la présence inopinée de ces pachydermes. La supporteront-ils encore longtemps? Les animaux égarés dans ce qui fut leur royaume ne retrouveront leur forêt qu'au gré des futures décrues. Ainsi, au rythme des saisons, se perpétue le cycle de l'eau à Kinabatangan. Pendant le reflux, les eaux du fleuve chargées de nutriments vont à nouveau nourrir les mangroves qui bordent la mer de Sulu. Par la richesse biologique qu'elles abritent et les fonctions naturelles qu'elles remplissent, les grandes zones humides constituent un patrimoine naturel exceptionnel. Mais ces sanctuaires sauvages sont fragiles. La déforestation et la fragmentation des habitats constituent désormais la principale cause d'extinction des espèces dans le monde. Deltas, marais, rivières et grandes plaines inondées sont le refuge d'une multitude d'espèces sauvages. Reconnues d'importance majeure, ces grandes zones humides jouent un rôle écologique vital pour la planète. Dans l'eau, au sol ou très haut dans la canopée,
une flore et une faune exceptionnelles y ont trouvé refuge. Pourtant, vivre dans ces mondes inondés est un défi permanent. Le puissant cycle de l'eau y dicte sa loi. Au Pérou, dans le secret de la jungle amazonienne, la flore et la faune sont confrontées à une saison des pluies où l'eau envahit tout, et à une saison sèche où elle se retire brusquement. Mais ici, la vie foisonnante démontre que végétaux et animaux ont su développer de véritables capacités d'adaptation. Aux confins de l'Amazonie se cache un monde quasiment inexploré. Une gigantesque forêt vierge suspendue entre l'eau et le ciel. Les Indiens ont baptisé cet endroit la jungle des miroirs. Nous sommes au cœur de Pacaya-Samiria, la plus grande réserve naturelle du Pérou. Encadrée par les rivières Ucayali et Marañón, cette grande zone humide prend vie aux portes de l'Amazonie brésilienne. Sous cet épais manteau végétal qui s'étend sur plus de 2 millions d'hectares, se cache un nombre incalculable de rivières, de lagunes, de lacs et de cours d'eau éternels ou semi-permanents. Ils forment un complexe réseau hydraulique en forme d'entonnoir. Chaque seconde, 30 000 mètres cubes d'eau s'en échappent pour donner naissance au plus puissant fleuve du monde, l'Amazone. Pacaya-Samiria est la clé de voûte de l'ensemble du bassin amazonien. Un véritable écrin sauvage. Les animaux se sont répartis chaque étage de cette forêt ombrophile. 330 espèces d'oiseaux, 69 genres de reptiles et 130 espèces de mammifères vivent ici. Parmi eux, les 2 plus grands singes d'Amérique, le singe laineux et le singe attelle ou singe araignée. Cette forêt abrite aussi des espèces emblématiques, comme le tamandou, un petit fourmilier arboricole, ou le paisible capybara, le plus gros rongeur du monde. D'autres encore, surgis de la préhistoire, y ont trouvé refuge, comme le caïman ou le hoatzin huppé. Apparu il y a plus de 18 millions d'années, il est considéré comme le plus ancien oiseau encore existant. Toutes ces espèces ont défié le temps, appris à surmonter les effets dévastateurs des capricieux déluges qui frappent cette terre. Alimenté par des cours d'eau descendus des Andes et par 5 mois de pluie abondante, le réservoir de l'Amazone a fait le plein. Nous sommes fin avril, au tout début de la saison sèche qui se prolongera jusqu'en septembre. Cette année, les crues ont atteint des niveaux records. Elles ont envahi 65 000 km² de cette forêt et atteint les zones hautes généralement épargnées. Si la décrue ne s'amorce pas rapidement, ces arbres restés trop longtemps les pieds dans l'eau pourriront. Les inondations compliquent le quotidien de nombreuses espèces, et tout particulièrement celui des paresseux. Celui-ci a épuisé les ressources de son hôte,
Le temps est venu de conquérir un autre arbre, mais il est trop lourd pour s'élancer de branche en branche et beaucoup moins agile que les singes laineux. Pour passer d'un arbre à l'autre, le paresseux préfère habituellement la voie terrestre. Mais en ce moment, sa seule alternative sera de se jeter à l'eau. Une décision difficile à prendre, car les inondations ont permis aux prédateurs de quitter les rivières et les grands lacs et de prendre possession de la forêt. 3 espèces de caïmans patrouillent entre les troncs d'arbres. Les bancs de piranhas ont également étendu leur terrain de chasse. Mais le maître incontesté de ces lieux est ce serpent constricteur, l'anaconda. Avec ses 5 mètres de long et ses 200 kilos, il peut même s'attaquer aux caïmans. Totalement amphibie, il passe son temps principalement dans l'eau, en embuscade. Heureusement pour ce paresseux, le plus gros serpent du monde peut se contenter d'un seul repas par an. Naviguer dans ces eaux où la température est de 25 degrés n'est pourtant pas une partie de plaisir. Chaque hectare de cette jungle engloutie recueille 154 tonnes de feuilles par an. Sous cet épais tapis végétal, les prédateurs savent se rendre imperceptibles. Le paresseux n'est pas habitué à tant d'efforts. Sa température a fortement chuté. Son régime alimentaire très pauvre ne lui permet pas d'accumuler beaucoup d'énergie, ni d'avoir une grande autonomie. Il est épuisé. Pour s'économiser, il dort habituellement jusqu'à 14 heures par jour. Une performance qui le classe parmi les plus grands dormeurs du règne animal. Les singes araignées, eux, n'ont aucune raison de poser pied à terre. L'évolution les a dotés de membres démesurés qu'ils peuvent étirer de manière spectaculaire pour naviguer facilement dans la canopée. Leur queue préhensile leur permet de s'enrouler aux branches et de s'y maintenir fermement accrochés. Pour faire face aux menaces de ce territoire en perpétuelle mutation, les animaux ont appris à guetter les changements du cycle de l'eau. Caïmans, anacondas et piranhas n'auront bientôt plus leur place en forêt. La décrue est en marche. Début juin, la nouvelle inclinaison du soleil a provoqué une légère chute des températures et une sensible baisse des précipitations. Les loutres géantes sont sur le qui-vive. Avec la décrue qui s'intensifie, leur cachette n'est plus à l'abri des caïmans.
La jungle des miroirs se vide. Elle n'est plus alimentée par les cours d'eau andins qui se sont épuisés à une vitesse fulgurante. Les arachnidés et autres invertébrés qui avaient trouvé refuge en hauteur peuvent enfin regagner la terre ferme. Désormais, les rôles s'inversent. Pendant que les scorpions, les scolopendres ou les tarentules explorent leur nouveau domaine, ce sont les espèces aquatiques qui sont en danger. Dans les parties hautes de la forêt, les poissons qui n'ont pas regagné à temps les grandes rivières se sont fait piéger. Les mares se tarissent. Elles ne sont plus reliées au reste du réseau hydraulique de Pacaya Samiria. Ces bras de rivière qui s'assèchent n'offrent plus aucune issue aux piranhas condamnés à l'asphyxie. Les charognards vont attendre patiemment la poursuite du reflux pour s'offrir un véritable festin. Ce n'est là qu'une simple mise en bouche. Moins vulnérables que les poissons, les caïmans pourront toujours marcher d'un point d'eau à un autre avant de rejoindre les lacs et les rivières perpétuelles. Mais ici, rien n'est jamais simple. L'accumulation de feuilles et de branchages peut atteindre plus de 60 cm d'épaisseur. Elle entrave le repli des caïmans vers les grandes rivières couleur de thé, où les poissons sont allés se concentrer en masse. Et ce ne sont pas les seuls. Les dauphins roses sont aussi au rendez-vous. Ils savent que cette saison est celle de l'abondance. Dans ces eaux chargées de végétaux en décomposition, ils vont pouvoir pêcher les 3 kilos de poissons indispensables à leur équilibre. Ils sont idéalement fuselés pour naviguer dans ces fonds accidentés. Leurs longs humérus autorisent une exceptionnelle maniabilité des nageoires et leurs cervicales indépendantes leur permettent de bouger facilement la tête dans n'importe quelle direction. Les loutres profitent également de ces pêches faciles apportées par le reflux. Elles peuvent à nouveau étaler leurs 2 mètres d'envergure sur les plages, reprendre sans crainte leur activité favorite, le bain de soleil. Les loutres partagent ce territoire avec le plus gros rongeur du monde. Le capybara est lui aussi parfaitement adapté au mode de vie semi-aquatique que lui impose cet habitat. Durant la saison sèche,
Le temps qui passe est la promesse de grands changements. La jungle des miroirs se déshydrate inexorablement, perd ses reflets et son éclat. Fin juillet, le grand réservoir de Pacaya-Samiria s'est vidé. Qui pourrait imaginer qu'il y a un mois à peine, cette forêt était entièrement noyée sous plus de 10 mètres d'eau. Des ruisseaux qui se sont dissous ne subsistent que des amas de feuilles pourries et d'humus. Seules les traces laissées sur les troncs témoignent de l'ampleur des inondations. Dans la moiteur des sous-bois, un retardataire est en quête d'un nouveau refuge aquatique. L'anaconda est aussi à l'aise au sol que dans l'eau, mais il préfère la discrétion des profondeurs à ce monde vertical chancelant. Car la forêt souffre. L'humidité ronge les végétaux des zones intermédiaires restés trop longtemps immergés. Ils sont plus fragiles que ceux installés sur les hauteurs et par conséquent moins exposés aux grandes crues. Ils sont aussi moins bien adaptés que les arbres habitués à vivre près des berges. Une période dangereuse pour l'anaconda. Les singes laineux savent que s'aventurer près de ces arbres à l'agonie est périlleux. Mais durant la saison sèche, la pénurie de fruits les contraint à parcourir de longues distances pour cueillir les jeunes pousses ou quelques fleurs. Ces agiles équilibristes ont appris à se méfier de leurs hôtes. Ils sont attentifs au moindre gémissement de la forêt. L'anaconda a pu rejoindre son élément. Son corps est plus à l'aise au royaume des tortues, des piranhas et des caïmans. C'est aussi ici que vit le plus gros poisson d'eau douce au monde, l'arapaima. Il peut mesurer plus de 3 mètres. C'est pour le sauver que cette réserve naturelle a vu le jour. Mais victime d'une pêche intensive, il est aujourd'hui menacé. Chef du laboratoire de biologie génétique et moléculaire de l'Amazonie péruvienne, Carmen Rosa Garcia de Avila est la spécialiste de la conservation de l'arapaima, que l'on appelle ici le païché. Auprès des pêcheurs indigènes, elle mène de fréquentes campagnes de sensibilisation. Le païché est une espèce qui a très peu évolué. Il possède une respiration semi-pulmonaire. Il respire de l'air comme nous.
C'est une espèce emblématique pour l'Amazonie. En tant que prédateur, il permet de maintenir l'équilibre de l'écosystème. Il contrôle la prolifération d'autres poissons. S'il n'y avait pas de prédateurs comme le païché, il y aurait abondance de proies qui bouleverseraient cet environnement. Si cette immense réserve naturelle est l'un des rares écosystèmes de notre planète resté intact, son avenir est désormais en sursis. La région est victime d'une forte pression démographique. Installés en périphérie de ce paradis sauvage, les hommes convoitent ces richesses, sans mesurer la fragilité et l'importance de ce territoire qui nourrit le plus important poumon vert de notre planète. Les quotas de pêche sont devenus stricts et seule l'ancienne tribu autochtone des Kokama-Kokamiya a la permission d'y pêcher. Le païché est le fruit de 5 millions d'années d'évolution, le symbole de la fantastique multiplicité d'espèces qu'accueille ce monde immergé. Le caïman noir, le plus grand prédateur d'Amazonie, apparu sous sa forme actuelle au Jurassique, est un véritable fossile vivant. Au même titre que la raie géante à aiguillon et l'étonnante tortue-feuille, des espèces nées il y a 100 millions d'années. Tous se sont parfaitement adaptés à cet environnement extrême. Au cours de l'évolution, la tortue Matamata s'est dotée d'une tenue de camouflage absolument unique. Elle lui permet de se rendre totalement invisible au milieu des feuilles qui tapissent les fonds de la jungle des miroirs. Si ces espèces endémiques du bassin amazonien ont surmonté énormément d'épreuves, elles sont devenues terriblement vulnérables. Le païché existe depuis la fin de l'ère tertiaire. Avec le soulèvement des Andes, il y a eu une réorganisation des fleuves qui ont formé le fleuve Amazone. Et avec lui, les différents endroits où vit actuellement le païché. La pression de la pêche a provoqué une considérable diminution des populations de païché en Amazonie. Pour cette raison, le traité international des espèces l'a inscrit dans la liste rouge des espèces en voie de disparition de la CITES. Plus de 250 espèces de poissons cohabitent dans cet environnement, soit la plus grande diversité de poissons d'eau douce au monde. Pourtant, ici, chaque année, à la fin de l'été, l'accélération de la décrue fait des ravages. Au mois d'août, au plus fort de la saison sèche, quand les ruisseaux et petits lacs ont disparu, les charognards s'invitent en nombre au cœur de la forêt. Les vautours peuvent enfin prendre place aux premières loges de ces flaques boueuses, où ils n'ont plus rien à redouter des caïmans. Pour profiter de ce banquet, ils devront simplement se méfier de la voracité et des coups de bec de leurs congénères.
Fin août, après 4 mois sans précipitation, la forêt étouffe. La pêche est devenue facile dans ce cours d'eau où les poissons se sont réfugiés. Mais les loutres géantes doivent rester vigilantes. L'entrée de leur terrier est maintenant totalement à découvert. Leur famille est devenue vulnérable. Rien ne lui échappe. Grâce à la position de ses narines, de ses yeux et de ses oreilles alignées sur un même plan, cette créature amphibie s'adapte facilement aux variations de son environnement. Les plages qui se sont reformées accueillent d'étonnants balais de papillons. Ils sont venus profiter des remontées de sels minéraux. En aspirant l'eau boueuse puis en la filtrant avant de l'évacuer par l'anus, ils accumulent dans leur intestin postérieur la quantité de sel dont ils ont besoin. Malheureusement, la douceur des bancs de sable n'attire pas seulement les papillons. Les messages d'alerte sont efficaces. Le caïman comptait sur l'effet de surprise. C'est raté. Dans cette grande zone humide, la faune sauvage doit s'adapter en permanence à un milieu instable, où d'une saison à l'autre, tout peut s'opposer. La hauteur des berges, la profondeur des lacs et des cours d'eau peuvent passer de quelques centimètres à plus de 10 mètres de profondeur. La largeur des rivières peut varier radicalement de 50 à 150 mètres. Alors que les arbres des zones intermédiaires sont extrêmement sensibles à ces bouleversements, ceux qui vivent près des berges ont développé d'efficaces stratégies d'adaptation. Avec ses racines aériennes en échasse, le palmier pona peut affronter sans trembler les capricieuses vagues de flux et de reflux. Les Indiens l'ont baptisé le palmier marcheur, car ses longues ramifications lui permettent en quelque sorte de se déplacer. En cas de coup dur, si un autre arbre lui tombe dessus et le renverse, ses longues racines lui permettront de se redresser un peu plus loin. Cette année, les inondations n'ont pas épargné les grands arbres installés loin des rives. L'eau a fragilisé leurs racines. En s'effondrant, ces colosses de chlorophylle entraînent d'autres arbres dans leur chute. C'est dans ce chaos que cette forêt se régénère. Sous cet impénétrable écran végétal où seulement 2% de la lumière solaire atteint le sol, les arbres malades vont ainsi laisser place à la lumière indispensable au développement des jeunes pousses. Leur chair en décomposition les nourrira et les rendra plus forts. Dans cette jungle, si la vie et la mort sont intimement liées, rien ne se perd, tout se recycle. L'hécatombe ne profite pas uniquement aux graines et aux jeunes pousses. C'est aussi une aubaine pour les fourmis champignonistes.
48 heures, elles peuvent dépouiller un arbre tombé au sol, taillant et transportant des morceaux inversement proportionnels à leur taille. Cette récolte végétale sert de support organique aux champignons qu'elles cultivent et dont elles se nourrissent. Ce fourmillement frénétique est un signe. La saison sèche atteint son apogée. Si le temps semble suspendu au-dessus de la jungle des miroirs, rien n'y est éternel. Le retour des pluies est imminent. Fin septembre, la terre et le ciel vont s'unir à nouveau pour donner naissance au déluge. La saison des grandes précipitations, qui va s'étirer jusqu'au mois d'avril, correspond au moment où la position du Soleil est au plus haut. Les animaux ont appris à se méfier de ces violentes averses. Et les sirènes de l'Amazone n'en sont pas dispensées. Leur sonar leur permet de bourlinguer dans ces eaux boueuses, mais les dauphins peuvent se retrouver piégés parmi les tonnes de débris que charrient les rivières en crue. Chaque année, plus de 3 mètres d'eau se déversent en moyenne sur la région. Mais cette fois, ces inondations inédites ont même surpris les Kokakokamiya, les Indiens installés en bordure du parc depuis des générations. Dans ce monde submergé, le tamandou s'accommode parfaitement des conditions extrêmes auxquelles il est soumis. Contrairement à son cousin le tama noir qui vit au sol, ce petit fourmilier est devenu arboricole. Ses griffes et sa puissante queue lui permettent de déambuler aisément dans les arbres. Il va profiter de la fraîcheur de la nuit pour chasser les insectes qui s'éveillent, alors que l'eau poursuit sa conquête. Les lacs et les lagunes se remplissent et s'unissent. En décembre, les averses s'intensifient. La branche mère de l'Amazone, le rio Ucayali, a parcouru 2670 km depuis les Andes pour rejoindre le rio Marañón, l'autre mer hydrologique du grand fleuve. Leurs flots viennent se mêler à ceux des rivières Pacaya et Samiria.
En janvier, cette grande zone humide renoue avec la démesure. Plus de 6 millions d'hectares se retrouvent inondés. Tortues et anacondas ont retrouvé toute l'ampleur de leur royaume sous-marin. Ils n'ont plus de mal à circuler librement d'un lac à un ruisseau ou une rivière, car désormais, ils ne font plus qu'un. Les raies, les piranhas et les tortues se sont à nouveau dispersés dans ce gigantesque dédale aquatique, où l'anaconda sait se faire discret. Quand il guette une proie, seule une partie de sa tête reste à la surface. La position de ses yeux et de ses narines lui permet ainsi de respirer et d'observer, son corps volumineux demeurant caché dans l'eau. Les poissons ont retrouvé refuge dans l'inextricable treillis formé par les racines des palmiers marcheurs, où les dauphins ne pourront les atteindre. Dans les lacs et les rivières transformés en océans d'eau douce, la donne a changé pour les cétacés. Les dauphins roses et les dauphins gris doivent se fédérer pour tenter de rabattre plus efficacement les poissons qui se sont éparpillés. Dans ces réservoirs d'eau pleins à ras-bord, l'absence de courant a facilité l'invasion des jacinthes d'eau. Elles forment un tapis de jeu idéal pour les bébés crocodiles. Cette embarcation qui s'enfonce dans un dédale de canaux conduit Andy Viscera sur sa zone d'étude. Ce biologiste participe à l'inventaire national des espèces aquatiques de ce secteur, mis sous haute protection par les autorités péruviennes. Bonjour, je suis Andy Viscera, biologiste. Bonjour. Vous venez souvent pêcher dans cette zone? Oui, cet endroit est idéal pour la pêche. Tu peux me donner un coup de main pour mes études? Aucun problème. J'ai aussi envie de savoir ce qui se passe et de mieux comprendre pourquoi il y a moins de poissons. « 23 cm. Et 140 grammes. Tu peux me dire à quoi servent ces mesures?
Nous essayons de réaliser des statistiques sur la pêche et la quantité de poissons consommés par chaque famille de pêcheurs. Nous établissons aussi un inventaire de la faune sauvage locale pour estimer les populations de poissons, d'oiseaux, de reptiles et de mammifères, les singes par exemple. Très bien. C'est un travail qui doit profiter à tous, et surtout aux personnes qui vivent dans la réserve. Vous pêchez beaucoup de piranhas par ici? Non, ici très peu. Bon, merci pour votre aide. Allez, au revoir. Les efforts de sensibilisation mis en place par les autorités commencent à porter leurs fruits. Le braconnage a sensiblement baissé et les habitants de la réserve prennent conscience de la valeur de leur environnement. Depuis le mois d'octobre, le ciel n'a cessé de se déverser sur la région. En avril, la jungle des miroirs a retrouvé toute son allure, lisse, immense et insondable. À la fin de la saison des pluies, le territoire navigable des animaux amphibies et aquatiques n'a pratiquement plus de limites. Au même titre que les dauphins, les loutres géantes sont à la diète. Elles aussi sont obligées de s'allier pour tenter d'attraper les poissons qui se faufilent entre les troncs d'arbres. Dans cette forêt qui se referme au-dessus des eaux aux reflets cuivrés, chacun a retrouvé sa place. Abreuvée par 6 mois d'intenses précipitations, la forêt offre ses fleurs et ses bourgeons aux myriades d'insectes sortis de leur abri. Dans les branches intermédiaires, le tamandou, épuisé par sa virée nocturne, va se coucher. Plus haut dans la canopée, les primates, les toucans et les perroquets vont profiter de cette saison où les fruits apparaissent en abondance. C'est aussi le moment où le singulier Saki de moine accepte de se montrer. Très apprécié pour la finesse de sa chair, il a quasiment disparu dans cette partie de l'Amazonie.
les discrets capucins bruns ont colonisé les bras d'un géant chargé d'offrandes. Ils vont pouvoir profiter de ces noix du Brésil pendant plusieurs semaines. Extrêmement agile et dégourdi, il maîtrise parfaitement l'art du décortiquage. La température va bientôt atteindre 35 degrés, avec un taux d'humidité proche de 90%. Pas de quoi décourager les singes laineux à épaisse fourrure, impatients de se délecter de tous ces fruits dont ils ont manqué pendant plusieurs mois. Ces équilibristes sont capables d'atteindre les endroits les plus inaccessibles. Les singes jouent un rôle essentiel pour le renouvellement de la forêt primaire tropicale. Les arbres profitent de la grande mobilité des primates qui disséminent les graines contenues dans leur déjection. Et ce ne sont pas les seuls jardiniers de cette forêt. Certains poissons peuvent eux aussi disperser les semences jusqu'à 5 km aux alentours. Dans ce monde oublié, chaque élément, chaque créature, même les plus infimes, sont intimement liés. C'est aussi le cas pour le paresseux. Lorsqu'il se glisse dans l'eau pour changer d'arbre, il va y puiser d'étonnants bénéfices. Des microalgues s'accrochent à son pelage rêche et vont s'y développer, lui donnant cette teinte verdâtre. En se léchant pour se nettoyer, il mangera ces algues riches en glucides et en lipides. Elles viendront naturellement compléter son alimentation peu énergétique. Dans cet univers d'eau et de chlorophylle, se nouent ainsi des interactions souvent insoupçonnées. La jungle des miroirs est un écosystème précieux et complexe, dans lequel le cycle de l'eau joue un rôle essentiel. Lorsqu'il s'inverse au mois de mai, l'eau charrie d'importantes quantités de limon, propices à l'épanouissement de la flore. Brassés par le reflux, l'argile et l'humus en suspension vont se déposer sur les sols des forêts provisoirement inondées de Pacaya samirea. Et plus bas encore. Entraînés à 200 km de là, ces flots riches en nutriments vont alimenter l'Amazone. À son tour, le grand fleuve en crue va les répandre et fertiliser la plus grande forêt primaire au monde. Par ailleurs,
la diversité de la flore n'est aussi riche. 1 km² peut contenir jusqu'à 90 000 tonnes de matière végétale vivante. Ce fragile écosystème ne joue pas seulement un rôle crucial pour l'équilibre de l'ensemble du bassin amazonien. De tous les milieux naturels, la forêt tropicale fait partie de ceux qui absorbent le plus de carbone. Ce qui se passe dans la jungle des miroirs aura un retentissement sur l'ensemble de la planète.